Bonjour à tous. Donc Vincent et moi et Marine qui est sur autre chose ce matin, on est tous les trois du coup cofondateurs et associés du cabinet Omada. Omada, c'est un cabinet d'avocats du coup spécialisé en fait dans l'accompagnement des entrepreneurs et des porteurs de projets à toutes les phases de développement, c'est-à-dire du moment, enfin dès la création. En passant par toutes ces phases de développement, de structuration, d'association, de financement, jusqu'à potentiellement la revente de la société. On est tous les trois avocats depuis plus de 3 ans et on s'est installés fraîchement en septembre. Et on a tous les trois aussi décidé du coup de monter notre propre projet. Et on accompagne voilà, au quotidien des porteurs de projets dans leurs problématiques corporate, private equity et M&A un peu plus à la marge, mais aussi. Que vous dire de plus? Par ailleurs, on fait pas mal de workshops et de mentoring justement pour acculturer un maximum les entrepreneurs à tous les usages et les bonnes pratiques. Et l'idée de ce workshop, c'est d'ailleurs de vous donner un maximum de tips et de red flags sur… alors là, on est en focus aujourd'hui sur les statuts et le pacte d'associés. Mais du coup, l'idée, c'est de vulgariser énormément les choses et du coup, que vous vous sentiez libre de poser un maximum de questions pour que du coup, ce soit vraiment très clair pour vous de quand on fait des statuts, pourquoi on en fait et également pareil pour un pacte. Donc voilà, l'idée, c'est de partager avec vous toutes nos connaissances et en fait toutes les erreurs qu'on a pu voir qui ont été commises par des entrepreneurs et les conséquences que ça peut avoir ensuite. Vincent, si tu veux compléter, je t'en prie. Non, moi, c'est très complet. Alors, sur nous, qui on est, je pense que tu as évidemment tout dit. Et puis, la participation à ce genre de workshop, de présentation, c'est vraiment au cœur de la façon dont on conçoit notre métier, c'est-à-dire qu'il y a certaines informations qui sont qui doivent être données aux entrepreneurs et aux porteurs de projets de la manière la plus simple, la plus accessible et la plus facile. Donc, c'est l'objet de ce workshop sur les statuts et le pacte d'associés. Et puis, voilà, plus précisément sur ce workshop, l'idée, c'est de bien vous faire comprendre les enjeux d'une association entre plusieurs associés, par le prisme d'actes juridiques, d'une part les statuts et puis d'autre part le pacte d'associés, bien comprendre les différences entre ces deux actes juridiques et puis peut-être plus précisément certaines des obligations auxquelles que vous allez prendre lors de la signature d'un pacte d'associés. Voilà. Merci pour votre présentation. Je vais juste ajouter quelque chose. N'hésitez pas à poser des questions pendant le workshop. J'en ai parlé avec Kim et Vincent tout à l'heure. Ouais. Du coup, posez vos questions de vive voix. Et sinon, il y a également le chat pour poser vos questions. Et Kim et Vincent seront là pour répondre à vos questions. Voilà. Ouais, et surtout, n'hésitez pas à même des fois nous interrompre si en fait on emploie des mots que vous ne comprenez pas du tout. L'idée, c'est pas de vous perdre et pas d'en faire des caisses avec des mots incompréhensibles. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez l'ensemble du message. Et si vous n'avez pas compris, potentiellement, il y en a d'autres, peut-être un petit peu plus timides, qui n'ont pas compris. Donc, vraiment, sentez-vous libre de nous faire répéter ou de nous arrêter. L'idée, c'est que ce soit de manière très, très chaleureuse et un peu familiale. Donc sentez-vous hyper à l'aise. Si ça vous va, on commence. Yes. Let's go. Du coup, pour vous parler des statuts et du pacte d'associés, on a décidé de le faire un peu en entonnoir. D'abord, de vous définir simplement, en fait, c'est quoi des statuts, c'est quoi un pacte d'associés, de les mettre un peu en opposition pour que ça fasse ressortir l'utilité de chacun de ces documents-là, et après de rentrer vraiment dans le contenu de chacun de ces documents. Et je ne sais pas si vous vous en doutez, si vous avez déjà fait des pactes d'associés ou si vous avez déjà créé votre structure et vous avez déjà vos statuts, mais du coup, le pacte d'associés prendra nécessairement un peu plus de temps parce que c'est le document avec le plus d'enjeux par rapport au statut. Et juste pour compléter, Kim, ce que tu dis, là, il faut comprendre où on se place dans la chronologie de la constitution d'une société. Parce que là, ce dont il va être question, c'est
vraiment les débuts de la société. On ne va pas vous parler de la modification de statut à l'occasion d'une levée de fonds ou la négociation d'un pacte d'associés à l'occasion d'une levée de fonds. Là, l'objet de cette présentation, l'objet de ce workshop, c'est vraiment les bases de comment on constitue une société. Et donc, est-ce que les statuts sont indispensables? Est-ce que le pacte d'associés est indispensable? Et ensuite, à quoi servent chacun de ces documents? Donc, on est, en termes de chronologie, à un stade assez précoce de la vie de votre société. Très souvent, les projets sont portés les premiers mois sans aucune structure. Là, on est vraiment, après ces 4, 5, 6 premiers mois, au moment où vous vous posez la question, OK, on est 2, 3 associés, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait? Voilà. Yes. Du coup, sur la définition un peu générique de ces documents, donc il faut savoir que les statuts, vous n'avez pas le choix que de passer par là. C'est-à-dire que quand vous décidez de créer une société, il faut nécessairement avoir un projet de statut, sinon le greffe ne vous délivrera pas de cabis. Donc c'est un peu le livret de famille avec tous les associés qui ont décidé un peu de s'unir. Et donc c'est vraiment nécessaire à la création de la société. Les statuts doivent être écrits, mais en fait, on trouve plein de sortes de statuts. On peut avoir des statuts qui font 5-6 pages avec vraiment le strict nécessaire, des statuts un petit peu plus construits. Il y a beaucoup de statuts sur Legal Start, sur plein d'outils comme ça, avec des templates qui fonctionnent. Ça dépend de ce que vous voulez faire et de combien… si vous êtes tout seul, les enjeux ne sont pas les mêmes que si vous êtes plusieurs associés, vous vous en doutez. Faut juste savoir que les statuts, ça ne sert à rien d'en mettre des tartines. Ce qui va être important, ça va être vraiment les règles de fonctionnement de la société uniquement. Pour compléter encore une fois ce que dit Kim, les statuts dont on parle, il y a plusieurs formes de société en droit français. Nous, la forme sociétale sur laquelle on se concentre, parce que en fait, c'est une forme qui est maniable et adaptable très, très facilement, c'est la SAS, la Société par Action Simplifiée. Et ces statuts qui sont donc effectivement ce livret de famille des associés ou pas vraiment la carte d'identité. La carte d'identité, ce serait le cabis. Mais c'est vraiment le document qui synthétise et retrace les principales clauses qui vont permettre à la société de fonctionner. On va venir ensuite sur son contenu, mais vraiment, c'est voilà, c'est ça. Et la particularité des statuts d'une SAS, c'est que le code de commerce, qui régit en fait le droit des sociétés en France, et laisse énormément de liberté aux associés quant à la rédaction des statuts et quant au contenu des statuts sur toutes les clauses qu'on va voir, que ce soit sur la gouvernance, que ce soit sur les décisions de la collectivité des associés, etc. Le code de commerce prévoit que la société par action simplifiée en fait fonctionne, en tout cas les statuts d'une société par action simplifiée sont librement, en fait, sauf exception, rédigés. Ouais, et il faut savoir du coup que si en fait vous ne prévoyez pas des choses dans les statuts qui vous arrangeraient en termes de gouvernance, de majorité, etc., il faut savoir que c'est le régime de la SA, donc la société anonyme, qui s'appliquerait et du coup qui est beaucoup plus lourd, avec beaucoup plus de formalisme sur des délais de convocation, sur des règles de fonctionnement. Donc en fait, l'intérêt de bien rédiger ces statuts, c'est justement de prévoir un maximum d'agilité dans son fonctionnement. C'est clair pour vous, n'hésitez pas à nous interrompre si besoin. Du coup, en opposition au statut, on a le pacte d'associés qui, lui, pour le coup, n'est pas obligatoire. C'est un document facultatif. C'est vraiment un contrat, il faut le voir comme un contrat entre les associés. Et pour le coup, l'idée, c'est de ne pas remettre ce qu'il y a dans les statuts dans le pacte d'associés. Le pacte d'associés, lui, il a pour objectif vraiment d'organiser les relations entre les associés. Voilà, on est associé, on monte un projet. À quoi on s'engage? Où est-ce qu'on va? Comment on s'organise si quelqu'un veut sortir, si quelqu'un arrête de bosser, si quelqu'un viole des obligations qui pour nous sont
indispensable au bon fonctionnement. Voilà, on s'organise entre associés. Donc, c'est vraiment un zoom sur les relations entre associés et la philosophie derrière ce document et à quoi il sert et pourquoi c'est indispensable de le rédiger, même à la Constitution, c'est que c'est lui qui va permettre de gérer potentiellement des conflits, s'il y en a. Bien entendu, ça reste un contrat, donc si vous voulez déroger à ce contrat et que tout le monde est d'accord, il y aura toujours moyen de le faire. Il faut vraiment le voir comme un contrat de mariage. Si à la fin, sa séparation qui se fait correctement, on peut toujours déroger à un contrat si et seulement si tous les associés sont d'accord. Et c'est en ça que ça sécurise finalement les relations. Et l'objectif de ce document, c'est vraiment de protéger la société. Donc, pas de protéger ni les majoritaires, ni les minoritaires, ni un des associés qui aurait pris le lead sur la rédaction du pacte. L'idée de ce pacte-là et le fil rouge dans sa rédaction, ça doit être comment on fait pour protéger la société. Je ne sais pas si Vincent t'a… Si, je complète, vas-y. C'est évidemment très complet. Là où les statuts créent quelque chose, créent la société, créent une nouvelle personne, ce qu'on qualifie de personne morale, le pacte d'associés ne crée pas de nouvelles personnes. Ça crée évidemment des droits et des obligations pour chacun des associés et à la charge de chacun des associés, mais ça ne crée pas la société. Et c'est en ça que le pacte d'associés est facultatif pour l'existence même de la société. Ensuite, nous, en tant que conseil d'entrepreneurs, on conseille la rédaction d'un pacte d'associés justement, comme l'a dit Kim, pour protéger le projet, pour protéger la société. On va voir comment quand on va aborder le contenu du pacte d'associés. Mais voilà, il faut garder en tête, s'il y a une chose qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est les statuts, c'est un acte qui crée la société. Le pacte d'associés ne crée pas la société, mais simplement met à la charge de chacun des associés des droits et des obligations dont on va voir le contenu maintenant. Du coup, on s'arrête peut-être rapidement sur une comparaison entre les statuts et le pacte d'associés, même si là, rien qu'en les définissant les deux, on se rend compte que ça n'a pas du tout le même objectif. Du coup, les statuts, comme on disait, c'est obligatoire, là où le pacte d'associés est pour le coup facultatif. Quelque chose qui est vraiment important d'avoir toujours en tête, c'est que vos statuts, ils sont publics. C'est-à-dire que n'importe quel tiers peut se connecter sur Infogreffe, mettre le numéro d'RCS, donc le numéro de tiret de la société, et avoir accès à vos statuts constitutifs, mais tous les statuts mis à jour. Et donc, tout ce qui figurera dedans, moi, tiers, je peux avoir accès et savoir comment votre société, elle fonctionne. Vous vous doutez bien que si c'est accessible, l'idée, c'est de mettre le moins de choses dedans et le moins d'informations. Là où le pacte d'associés a cette vertu d'être confidentiel. Et donc, pour le coup, les règles qui vont s'appliquer entre associés et les engagements auxquels les associés s'engagent, ça doit rester entre vous. Du coup, sur l'utilité, je pense que c'est peut-être, ça vaut toujours le coup de le répéter, mais du coup, voilà, les statuts, c'est vraiment le livret de famille, toutes les caractéristiques. Comment s'appelle la société, où est son siège social, la durée de son exercice social, qu'est-ce qu'elle a comme activité, donc ça, on le met dans l'objet social, combien de capital, qui sont les associés fondateurs au début, à la création de la société, et après, toutes les règles de fonctionnement, mais de manière, on va revenir plus précisément sur le contenu. Des statuts, dans la mesure où il n'y a pas 36 000 règles à discuter, c'est des choses assez basiques. Ce qui est important dans les statuts, c'est juste d'avoir un fonctionnement agile et qu'en fait, le légal, ça ne devienne pas un frein à votre business parce que vous devez convoquer une AG 45 jours avant et donc, du coup, pour prendre une décision, c'est juste un enfer. Que vous devez faire un reporting, que vous avez prévu des choses qui soient finalement un frein à l'activité. Il faut juste prévoir un fonctionnement agile et efficace. Et donc, vous doutez bien que sa rédaction, elle ne prend pas non plus des semaines et des semaines, parce que généralement, il n'y a pas beaucoup de négociations. Okay, donc, c'est vraiment, après, ça dépend par qui vous vous faites accompagner, mais généralement, c'est quelques jours ou peut-être une semaine ou deux pour rédiger des statuts. Et en termes de tarifs, je sais que ça intéresse toujours... toujours les entrepreneurs parce qu'au début, chaque euro est important et ça se comprend.
voilà, en termes de tarifs, on trouve des tarifs entre 3, 4, 500. Après, ça monte jusqu'à 1 000 euros pour la rédaction des statuts. Et il y a des frais, forcément, de formalité de greffe à aussi prévoir. Lui, le pacte d'associés, du coup, n'a pas la même utilité. Comme on l'a dit précédemment, c'est vraiment sécuriser les associés entre eux, tant au niveau de la détention des actions et de l'actionnariat. Moi, je veux céder des actions à un tiers. Est-ce que j'ai le droit? Si je n'ai pas le droit, comment on fait? Qui a une priorité ou n'en a pas? 3 associés sur 4 veulent vendre la boîte. Comment on fait? C'est le 4e bloc. Et de venir rappeler les engagements des associés qui font vivre le projet. Et là, pour le coup, le pacte d'associés, c'est souvent l'occasion, et nous, on aime bien faire cet exercice avec les entrepreneurs. En fait, il y a beaucoup de questions qui se posent pour rédiger un pacte d'associés, et le conseil, il se doit de challenger vraiment les associés. Je vous donne un exemple un petit peu, qu'on verra plus tard, mais si l'un des associés, il lui arrive un gros accident et il ne fait plus partie de ce monde-là, comment on fait? À qui vont ses actions? Est-ce que les autres associés sont OK si c'est sa femme ou ses enfants qui récupèrent les actions? Est-ce que c'est cohérent pour une société qui va potentiellement aller lever des fonds d'avoir un capital social qui va être détenu par la femme du défunt à hauteur de 30%? Du coup, ça fait poser plein de questions. Et du coup, tous les associés n'ont peut-être pas la même vision, pas les mêmes envies. Et donc, vous vous doutez bien que le pacte d'associés, du coup, fait naître de la discussion, et sa rédaction prend beaucoup plus de temps que les statuts. Et en termes de tarifs, on est plus sur 1 200, 1 300 jusqu'à 1 500. Après, encore une fois, voilà, ça dépend de si vous êtes d'accord, si vous avez déjà dressé les clauses, si vous voulez un accompagnement vraiment du début à la fin, si vous êtes 3, 4, 5 associés, ou si vous êtes 2 et vous êtes d'accord sur tout, si vous avez déjà créé une boîte et vous connaissez déjà toutes ces clauses, ça peut varier. Donc, voilà sur les distinctions entre les 2 actes. Vincent, je ne sais pas si tu as des… Non, je pense qu'on reviendra de toute façon plus en détail dans le contenu tout à l'heure. Peut-être qu'on peut passer plus spécifiquement au contenu d'abord des statuts, ensuite du pacte d'associés, où on aura l'occasion de revenir sur ce principe et cet objectif du pacte d'associés qui est la préservation du projet initial. Et on verra tous les mécanismes qui existent, qui sont à votre disposition, qui peuvent, et qui sont encore une fois facultatifs. Donc, on verra ce qui est faisable dans un pacte d'associés dans un second temps. Sur les statuts, d'abord, sur le contenu des statuts, d'abord. Est-ce que Vincent ne fait pas peut-être une petite pause sur des questions avant de rentrer dans le contenu? Là, je vous sens tous un peu hésitants. Est-ce que tout est clair? Un petit OK, ou est-ce que c'est des choses que vous saviez? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous avez des petites questions? On est combien? On est une vingtaine. Personne n'a de questions? Une petite question. Parce qu'on m'entend. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça va venir après, mais est-ce que dans le cas où il y a un pacte d'associés, est-ce qu'il doit être mentionné dans les statuts? Alors, c'est une bonne question. Pas nécessairement. Maintenant, il est souvent utile de le mentionner, notamment en ce qui concerne, par exemple, les transferts de titres, les transferts d'actions. Qu'on préfère régler de manière contractuelle dans un pacte d'associés plutôt que dans des statuts, il est tout à fait possible de prévoir un article dans les statuts disant que les règles relatives au transfert de titres sont prévues dans un acte extra-statutaire, en l'occurrence le pacte d'associés, et que les associés s'y soumettent à cet acte extra-statutaire. Voilà. Donc, pour répondre précisément à ta question, ce n'est pas une obligation de mentionner le pacte dans les statuts. Maintenant, il peut être utile, dans certaines circonstances, de le faire. Mais du coup, si je comprends bien, donc, est-ce qu'on peut inclure dans tout ce qui est transfert de titres, le transfert de titres à une holding de l'associé? Par exemple, nous, dans notre cas, moi, j'ai une holding. Je souhaitais à la base rentrer en tant qu'actionnaire dans la nouvelle société avec mon cofondeur via ma holding.
mais pour des raisons, pour avoir accès à certaines aides, etc., je ne vais pas le faire. Mais à court et moyen terme, je souhaiterais centraliser en fait les parts de la nouvelle société dans ma holding. Mon associé, lui, n'en a pas encore une, mais pareil, il souhaite le faire à court moyen terme. Ça doit être mentionné du coup dans le pacte d'associés. Alors, ouais, vas-y, pardon, je t'ai coupé. Pas de souci, je pense que tu vas répondre. Ouais, en fait, ça c'est une bonne question qui illustre parfaitement, tout l'enjeu du pacte d'associés. Du coup, on prend un peu d'avance sur tout à l'heure, mais c'est pas grave. Comme on l'a dit, l'un des enjeux du pacte d'associés, peut-être l'enjeu principal du pacte d'associés, c'est préserver l'actionnariat initial et préserver une cohérence dans cet actionnariat. Concrètement, ça va passer par des restrictions au transfert de titres, et notamment l'impossibilité pendant un certain temps pour toi et ton cofondateur de céder des titres, et on va mettre en place des mécanismes qui, si jamais dans certaines circonstances tu as la possibilité de céder des titres, que ces titres, tu ne puisses pas les céder à n'importe qui, à n'importe quelle condition. Donc, on va mettre en place un droit de préemption, c'est-à-dire que ton associé aura une priorité lorsque tu voudras céder des titres. Mais le droit de préemption, ce n'est pas parfait parce que si moi, je fais une offre à un prix incroyable à ton associé, la préemption, toi, tu ne pourras pas l'exercer parce que tu n'auras pas les fonds nécessaires. Donc, on peut doubler la préemption d'un droit d'agrément. C'est-à-dire il faut que vous, collectivement, à une majorité qu'on détermine, vous soyez d'accord pour que j'entre au capital. L'idée derrière ça, c'est de préserver le capital, l'actionnariat initial. À l'inverse, on voit bien que dans ton cas, le transfert de tes actions en tant que personne physique à une personne morale, une holding que tu détiendrais, ne change pas fondamentalement la physionomie de l'actionnariat initial. C'est simplement la personne qui détient les actions change. C'est toi, personne physique, qui devient toi, personne morale. Donc, à certaines conditions, et sous réserve que la personne morale respecte certaines conditions, notamment qu'elle soit extrêmement majoritairement détenue par toi, que tu en sois le seul représentant légal, voilà, et d'autres conditions qu'on peut mettre en place, notamment que le reste de l'actionnariat soit détenu, par exemple, par des membres de ta famille, de manière à ce qu'en fait, cette personne morale, on soit sûr que ce soit bien toi, ce transfert-là sera qualifié de libre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce transfert ne change pas la physionomie de l'actionnariat initial. Et donc, ne changeant pas cette physionomie, ce n'est pas un risque pour la société. Ce dont on veut se prémunir, et ce à quoi sert un pacte, je le redis, c'est vraiment se prémunir d'un transfert, notamment d'un transfert de titres, qui viendrait en conséquence duquel des actions et une part significative du capital seraient détenues par quelqu'un qui ne fait pas partie du projet initial et qui peut avoir d'autres ambitions, d'autres manières de penser le projet, etc. Donc, toi, dans ton cas, le transfert de tes actions de personne physique à une personne morale, à condition que cette personne morale respecte certaines conditions, qu'il faudra définir dans le pacte d'associés, ce sera un transfert libre, non soumis aux restrictions que j'ai évoquées, c'est-à-dire, et donc sur lesquelles on va revenir, droit de préemption, droit d'agrément et d'autres clauses qui figurent dans un pacte d'associés. Ça répond à ta question? Actuellement, dans le pacte d'associés, je rajoute une clause qui réfère à un contrat de droit privé, donc un pacte d'associés, au niveau de la cession des titres pour chacun des actionnaires. Et dans notre cas, dans le cas où on voudrait céder les titres à une holding propre détenue à 100%, par exemple, par moi ou par mon associé, ça on va le faire et pas besoin de le mentionner. Alors ça, ce sera mentionné, mais ce sera qualifié de transfert libre. D'accord. Donc, il faudra juste marquer transfert libre autorisé. Voilà, on va dire par exception à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire aux restrictions de transfert, tout transfert d'un associé personne physique à une personne morale répondant aux caractéristiques qu'on aura définies est libre et n'est pas soumis aux restrictions. D'accord, c'est clair. Merci. Voilà. S'il y a d'autres questions sur cette première partie, sur l'utilité de chacun de ces documents, le pacte et les statuts et les principales différences, allez-y. On va rentrer là maintenant dans le détail du contenu de chacun de ces documents. Moi, j'ai une petite question. Bonjour. Bonjour.
Mais ça va peut-être venir après. En fait, j'ai pas encore justement déposé les statuts de ma marque. Je vais créer une marque d'équipement pour les femmes à vélo. Je suis seule aujourd'hui. Est-ce que, enfin, le choix est-il vaste ou est-ce que, comme j'en ai l'impression, en fait, le modèle assez courant et vous avez commencé par ça, la SAS, est-ce que c'est automatiquement la SASU et il ne faut pas que je me pose 36 000 questions ou est-ce qu'il peut y avoir des alternatives? En fait, parmi tous les modèles qui existent, peut-être que vous allez les passer en revue, est-ce que vous préconisez de se concentrer sur l'un en particulier et dans mon cas, lequel ça serait? Alors, Kim, je me permets, hein. Je pense que c'est une question que beaucoup d'entrepreneurs et notamment des entrepreneurs seuls se posent. Les trois options principales que tu as, c'est évidemment la SASU, le URL, c'est-à-dire la SARL à associé unique, ouais. Et puis l'auto-entrepreneuriat. Tout dépend des perspectives de développement de la société. Notamment si rapidement tu atteins des chiffres d'affaires trop importants, tu peux rapidement exclure l'auto-entrepreneuriat. Ensuite, donc, le choix va se faire entre une SARL et une SAS. Ouais. Associé unique. Là, ça va dépendre. Ouais, mais c'est important ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que le conseil, c'est tant que… moi, je n'ai pas encore rentré de chiffre d'affaires et je ne vais pas en rentrer avant… dans le meilleur des cas, août. Donc, sur une année complète, on voit très vite que ça ne va certainement pas passer le cap des seuils auto-entrepreneurs. Pour autant, est-ce que le conseil, c'est faire déjà une montée, avoir son numéro de tirette et pouvoir être une entreprise d'abord en auto-entrepreneur? Et ça, c'est quoi qu'il arrive, le conseil si on n'atteint pas ce palier, ou au contraire, de se construire dès le départ comme une SAS, en se disant, de toute façon, je m'inscris dans le long terme et d'ici 2 ans, j'aurai dépassé le palier, donc il vaut mieux que je fasse les choses proprement dès le départ. En fait, ça va surtout dépendre de est-ce que tu vas faire vraiment 0 chiffre d'affaires jusqu'en août ou est-ce que tu vas facturer les choses. Si tu ne factures rien jusqu'en août et si tu n'es pas amené à signer des contrats de partenariat, de tout type de contrat avant août et que simplement tu es au stade de la gestation de l'idée, la création de… Non, j'en suis déjà à signer j'ai déjà des prestataires à régler, etc. Donc, j'ai déjà des gens, j'ai déjà des dépenses. Donc, il te faut une structure. Donc, il te faut une structure. Peut-être que sur les dépenses, je rebondis juste Vincent et Hello Marie-Caroline. Hello. Avant de monter une structure, il y a quand même une phase préliminaire qu'on estime à peu près entre 3, 4 et 6 mois où on peut intégrer des dépenses qu'on aurait fait avant la création de la structure. Donc, ce n'est pas parce que je pense que le point de Vincent que de dire que est-ce que tu as besoin de facturer, en fait, c'est vraiment le bon point dans la mesure où les dépenses, tu peux très bien les entraîner à titre personnel au nom d'une société que tu représentes, même si la structure n'est pas encore créée. Alors, effectivement, si c'est 2 ans avant, ça va être compliqué. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 6 mois avant. Donc, si tu envisages vraiment de facturer en août, si tu démarres en janvier, tu vois, ça fait 6 mois. Si c'est des dépenses que toi, tu es en mesure d'engager personnellement, il faudra juste que tu veilles à les faire au nom et pour le compte de la société X, Y, Z en cours de constitution et ensuite tu les intègres. En fait, ça t'économise quand même 6 mois de frais de structure, de frais d'avocat, de frais de greffe, etc., etc. Donc, les dépenses n'obligent pas la création d'une structure. Après, si tu veux avoir, je ne sais pas, des aides, des subventions, en fonction des partenariats que tu as, tu en as peut-être certains qui exigent que la société soit constituée ou que tu as un numéro de TVA, etc. Ça dépend aussi de ce qu'on va exiger de toi. Mais en pratique, ce n'est pas parce que tu as des dépenses que tu dois les faire obligatoirement directement sur la structure. Elles peuvent être réintégrées ensuite et la société te les remboursera, toi, à titre personnel, au moment venu. D'accord. Donc, vous conseilleriez même, si je peux le faire, de retarder au maximum ce dépôt de statut en me disant j'ai 6 mois pour que mes dépenses perso puissent être réinjectées dans une société. Donc, quoi qu'il arrive, je tiens ces 6 mois-là parce que c'est toujours une économie de fait par rapport à du temps, de l'argent, des déclarations X et Y. C'est votre conseil, ça? Dans la mesure où ça reste raisonnable et que tu vois, on est sur des périodes de 3, 4, 6 mois. D'accord. Si c'est 1 an, 2 ans,
Ça va être compliqué de les réintégrer. Et voilà, il faut veiller juste que tes dépenses, elles soient en rapport avec l'activité, quoi. Ouais, d'accord. OK. Du coup, juste sur ce point-là, Kim, moi, c'est un élément que je connaissais et je l'ai appliqué. Et du coup, pour répondre aussi à Marie-Caroline, à part si les dépenses que tu fais, elles sont finançables, du coup, tu n'as aucun intérêt à monter une boîte. Parce que monter une boîte, c'est le début des problèmes. Mais par contre, moi, l'élément que je viens d'avoir sur ce point-là, apparemment, les factures et les dépenses, il faut les mentionner dans les statuts pour qu'ils soient pris en compte légalement. Oui, en annexe des statuts. C'est ce qu'on appelle en fait des actes accomplis au nom et pour le compte de la société. Je vous prends un exemple. Vous voulez domicilier votre boîte, vous allez prendre dans un premier temps une boîte de DOM. Sauf que pour déposer votre dossier au greffe, il faut le contrat de DOM. Donc en fait, vous allez signer le contrat de domiciliation avant même d'avoir déposé les statuts. Donc typiquement, c'est un contrat qui a été réalisé avant la création de la société. Un autre exemple, vous avez besoin de déposer le capital social pour créer une société, avant même de faire le dépôt au greffe. Donc, il va falloir contracter avec une banque ou avec un notaire. Et donc, typiquement, ça, c'est un acte qui est nécessairement réalisé avant la création de la structure. Et donc, tous ces actes-là sont listés en annexe des statuts. J'ai déposé mes noms de domaine, j'ai déposé ma marque, j'ai acheté un ordinateur, j'ai acheté, je sais pas, des fournitures, j'ai payé les frais de formalité. Tout ça, effectivement, Hassan, je te confirme, il faut que ce soit en annexe des statuts, en précisant qui a payé si on est plusieurs, le montant qui a été payé, la date et ce que ça concerne, quoi. Mais du coup, c'est un document qui sera public, l'annexe. Je ne suis pas certaine. Je ne sais pas si c'est déposé, l'annexe. Si, normalement, les annexes, elles sont déposées avec les statuts constitutifs. Mais je ne sais pas si… Je pense qu'il est à voir, franchement, à confirmer, parce que généralement, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette annexe. Mais s'il y a des données qui sont peut-être sensibles, il n'est peut-être pas impossible que ça puisse être anonymisé. Que la version des statuts qui est déposée sur les dépenses soit anonymisée. Et on peut faire des regroupements. C'est-à-dire que par exemple, il y a 4-5 lignes de dépenses qui ont été faites par exemple par ma holding. Je le regroupe en une facture de prestation globale pour anonymiser un peu les dépenses qui ont été faites. Parce que, par exemple, je pense à certains éléments, si c'est consulté par des concurrents à nous, même si vraiment le risque, je pense qu'il est assez minime, ils peuvent comprendre plus ou moins vers quoi on s'oriente. Est-ce qu'il doit être vraiment très détaillé ou on peut quand même regrouper des choses En fait, là, dans le cas que tu évoques, c'est ta holding qui a engagé des frais et ensuite, ta holding refacturerait à la société que tu crées un montant global. C'est ça, ouais. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que la holding va être associée ? Non, en fait, parce que du coup, là, si on veut avoir certaines aides publiques, la holding ne sera pas associée, mais elle le sera dans 2-3 ans. Oui, parce que du coup, après, on est soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes. Non, c'est pas ça. C'est juste que, en fait, les actes et les dépenses qui ont été prises au nom et pour le compte d'une société en amont de sa création, elles sont prises par des associés et pas par une personne tierce, tu vois. Et du coup, je peux ma holding me facture à moi et moi, vu que je suis associé, je peux faire ça. C'est-à-dire que ma holding fait des dépenses pour la société que moi-même j'ai avancé, que j'ai payé, et du coup, ma société me les rembourse. Ça, c'est possible. Que la nouvelle société me les rembourse. Tu parles de quel type de dépenses ? Par exemple, acheter le nom de domaine, les serveurs, les softs qu'on utilise pour notre production. En vrai, moi, je pense que le plus simple, je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais c'est tu immatricules ta société, tu mets rien dans ton annexe concernant tout ça, et en fait, à la création, tu fais une cession des noms de domaine et de tout ce que… Parce qu'en fait, au-delà du paiement et de l'argent, tu as aussi la propriété, c'est-à-dire qu'un nom de domaine, tu as la propriété intellectuelle du nom de domaine. Donc, en fait, il faut même céder tout ce qu'elle a acheté et contre le prix qu'elle a payé, tu vois. Et en fait, je pense que c'est beaucoup plus simple de faire une cession ensuite de tout ce qu'elle a acheté et qui lui appartient et tu les cèdes à la société. En fait, sur cette question de cession, effectivement, il y a la propriété qui est importante, mais en fait, ça concerne qu'une partie des dépenses.
ça concerne des dépenses par lesquelles tu as acheté soit des biens matériels, soit des biens immatériels, genre un nom de domaine. Et ça, effectivement, il faut que la propriété revienne à la société que tu vas créer ou que tu as créée. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est attention à ne pas faire des dépenses avec ta holding qui sortiraient complètement du champ de l'objet social de ta holding, dans la mesure où ça pourrait être qualifié d'acte anormal de gestion. Avec une société, tu ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Et encore moins si, in fine, elle n'est pas associée c'est pas elle l'associée de la société que tu es en train de créer. Donc, là, aujourd'hui, les dépenses, elles ont été faites par la holding? Oui. Enfin, parce qu'en fait, moi, du coup, j'avais commencé seul et du coup, ma holding était censée être la boîte qui allait porter le projet. Et donc, la raison sociale de la holding et de la nouvelle boîte que j'ai montée avec mon cofondateur, c'est la même chose. Enfin, il y aura quasiment la même raison sociale, à quelques exceptions près, parce que du coup, on a un peu évolué, on va rajouter quelques éléments, mais c'est la même chose. Okay, et en fait, il y a même des dépenses qui dépassent les 6 mois, mais là, qui vont être apportées en apport en nature dans le capital. Oui, mais l'apport en nature, alors c'est toi qui le fais, Hassan, sinon c'est compliqué. C'est-à-dire que quand tu apportes en nature à la constitution, la personne qui apporte, donc si c'est toi, tu recevras des actions en contrepartie. Donc si c'est la holding qui apporte quelque chose, c'est la holding qui recevra des actions et donc qui sera associée de la société. Justement, là, on est en train de réfléchir à comment faire en sorte pour que ça soit faisable, notamment peut-être faire entrer la holding en minoritaire et moi pour le reste. Ouais, franchement, si elle a 1 ou 2%, c'est suffisant. Hein. Tu n'as pas besoin de faire plus. Je sais pas qu'est-ce qu'on te demande en termes de détention. Il faut que 50% soit détenu par un nom propre, par une personne. Oui, ah oui, t'es large. Hein. Et comme ça te permet même, tu vois, si ta holding, par ailleurs, je ne sais pas si c'est une boîte opérationnelle, mais peut-être qu'elle a de la trésor, ça te permet même en tant la holding étant associée de la société, ça permet même de faire des avances en compte courant, c'est-à-dire d'injecter du cash qu'elle prêterait à la société que vous créerez et qu'elle se remboursera le jour où il y aura du cash dans la NewCo. Mais en tant qu'associé, ça permet aussi d'injecter un peu de cash pour les frais de démarrage si besoin, au-delà du capital social. D'accord, c'est très clair. Tu me suis ou pas? C'est clair? Oui, totalement. Okay. Ouais. Nickel. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Marie-Caroline, du coup, on a répondu à tes questions sur et après SAS, SARL, peut-être qu'il y a aussi un petit truc à avoir en tête. Effectivement, la SAS est la société la plus agile et la plus empruntée. Si tu as l'intention de lever des fonds, sache que ce n'est pas possible dans une SARL. Il faut avoir aussi quelque chose en tête, c'est qu'en fait, une forme sociale, elle n'est pas définitive. On peut transformer une société en cours de vie. Je démarre sur une SARL et je la transforme en SAS. Ce qui va être important, souvent, en fait, parce que la SARL a du coup a une réglementation un petit peu plus lourde que la SAS et moins de liberté statutaire. Maintenant, si tu es gérante d'une SARL, les cotisations pour tes rémunérations en tant que gérante sont moins élevées que dans la SAS. Et tu as aussi des règles différentes sur des cotisations en cas de versement de dividendes. Après, de toute manière, les dividendes, j'imagine que ce n'est pas tout de suite. Mais en tout cas, sur les rémunérations, si tu comptes être solo au début et que c'est une petite PME qui fonctionne et qu'en fait, tu mises sur la rémunération de gérant, les cotisations sociales sont de moitié moins élevées dans une SARL que dans une SAS. D'accord. Mais par contre, tu ne peux pas lever de fonds avec une SARL et tu as un formalisme un peu plus lourd. Vraiment, comme le disait Vincent, ça dépend de ce que tu veux faire et de tes objectifs. Ok. Je vois qu'il y a une question de Jean-Baptiste, donc je vais peut-être laisser la main et pas monopoliser toute la conversation. J'allais y répondre. J'allais y répondre, Jean-Baptiste. Est-ce simple de passer d'une SASU à une SAS en cas de future association? En fait, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation de la société, c'est automatique. Et les statuts initiaux sont rédigés de telle sorte à ce qu'ils fonctionnent à associé unique ou à associé multiple. Donc, il n'y a aucune formalité particulière à faire. Mais sur le CABIS, peut-être. Mais ça dépend. Si c'est par session d'action, il n'y a rien à faire. Oui, mais en fait, sur le CABIS, parfois, il y a écrit SAS à associé unique. Il faut juste demander à ce que ce soit rayé, mais ce n'est pas grand-chose.
Mais, Voilà. mais Jean-Baptiste, le point que tu soulèves est vraiment bon parce que souvent, nous, on tombe sur des boîtes qu'on accompagne, pas dès le début, mais en cours de route, sur des statuts qui ont été rédigés uniquement pour une SASU. Et en fait, qui ne prévoyaient pas le cas où, si un associé rentre, les règles de fonctionnement sont OK avec un fonctionnement multiple. Et donc, c'est hyper important et il vaut mieux prévoir cette agilité dès le début si vous êtes en SAS à associé unique, d'avoir des statuts qui fonctionnent aussi bien avec un associé qu'avec plusieurs. Parce que parfois, on se dit, bon, c'est une SASU, en fait, voilà, je vais mettre associé unique partout. Les majorités pour les associés, et du coup, ça nous fait une belle transition pour rentrer peut-être sur le contenu des statuts. Mais les majorités entre associés, en fait, c'est 100% parce que je suis tout seul, donc je m'en fiche un peu, j'y prête pas attention. Et c'est pas une faute parce que ça peut être modifié, les statuts, mais du coup, ça entraîne des frais supplémentaires. Et régulariser ça a posteriori, ça coûte beaucoup plus cher. Et du coup, là, l'objectif aujourd'hui de vous donner tous ces petits warnings, c'est justement de faire bien les choses dès le début pour éviter justement en fait, d'engager des frais demain pour modifier tout ça, alors que c'est des choses qu'on aurait pu anticiper dès le début avec des conseils d'expérience. Je remets juste peut-être le partage d'écran. Moi, j'aurais moi aussi, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Qui est-ce qui parle? Alors, c'est Soraya. Hello, Soraya. Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai un problème en ce moment. Juridiquement trop tôt. En fait, je l'ai créé en octobre. Vous m'entendez? Pas très, très bien. Ouais, pas très bien, oui. Je ne sais pas quoi faire. Et là, vous m'entendez? C'est mieux. Ouais. Donc, en fait, j'ai créé ma société juridiquement trop tôt. En fait, je l'ai créée en octobre 2020. Mais en fait, je ne prévois pas d'avoir une activité avant peut-être juin 2020. Je voulais savoir si ça risquait 2021 2021, pardon. Okay. Oui, 2021. Je voulais savoir si ça risquait de causer des problèmes, notamment pour la production des rapports annuels ou autre. Voilà. Moi on m'a dit que je l'avais. Là, aujourd'hui, tu es toute seule dans la société? Oui, je suis toute seule. Alors, aucun problème au sens problématique, souci, etc. Effectivement, potentiellement, l'engagement de frais pour l'approbation des comptes, parce qu'il va falloir que tu tiennes une assemblée générale et que tu déposes les comptes, mais ça va te coûter 80 € maximum. Et en plus, tu as toujours la possibilité de déplacer la clôture de ton premier exercice social. Et donc, tu as la possibilité de décider, en tenant une assemblée, alors pas une assemblée, mais des décisions de l'associé unique, de dire, en fait, je ne clôture pas le 31 décembre 2021, mais le 31 décembre 2022. Ça, tu peux le faire, alors il ne faut pas le faire ad vitam, mais tu peux le faire une fois dans la vie de la société sans que ça pose de difficultés. Et donc, reporter même cette clôture, ça a du sens si tu n'as aucun flux financier dans ta boîte. Si y a quand même eu des flux financiers, ça vaut peut-être la peine quand même de clôturer tes comptes au bout d'un an et demi, quoi. D'accord. Ça te fera toujours un premier bilan. Tu sais, des fois, on te demande plusieurs bilans pour pouvoir engager la société. Mais oui, à part des frais et de la gestion, surtout si tu es seul, no stress. D'accord, super. Et donc, c'est un document qu'il faudra déposer sur Infogreffe, c'est ça? Ouais. En fait, il faut que tu vois quand est-ce que tu clôtures ton premier exercice social dans tes statuts. Si c'est 31 décembre 2020 et que tu as fait un exercice d'octobre à décembre, c'est vrai que c'est très court et comme le préconise Vincent, il vaut mieux le décaler à fin 2021 pour te faire un exercice long. Oui, je l'ai fait. Et du coup, 31 décembre 2021, ça veut dire que tu as jusqu'à juin 2022 pour approuver ces comptes et les déposer au greffe. Donc, tu as encore du temps, tu vois. C'est pas non plus, c'est pas demain. Et en plus de ça, il y a des sanctions quand tu ne déposes pas tes comptes. Maintenant, il faut que le greffe s'en rende compte. Il t'envoie d'abord une lettre pour que tu déposes tes comptes. Donc, tu n'as pas vraiment de grosses sanctions et de gros stress à avoir sur ça. Mais c'est peut-être le seul enjeu des frais comptables et de tenue et de gestion si tu as un contrat de domiciliation ou des frais bancaires, tu vois. Mais à part des frais, ce n'est pas très grave d'avoir monté ta société, même si tu n'as pas de chiffre d'affaires qui rentre avant juin. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Plaisir.
Du coup, je partage et on avance sur le contenu des statuts. Vous voyez là? C'est en train de charger, je crois. C'est bon. Nickel. Kim, tu veux faire les statuts et je fais le pacte après? Allez, go. On y Ça te va? Ouais. Donc, les statuts, bon, on leur a rabâché 3, 4, 5 fois, mais nous, on est convaincus qu'à force de répéter, en fait, du coup, ça reste. Donc, je pense que vous avez du coup une vision très précise sur le fait que les statuts, c'est voilà, le livret de famille des associés. On rappelle donc les caractéristiques de l'associé, c'est sa forme, donc SAS, SARL, SA. L'objet social, c'est peut-être un des articles où il faut y passer du temps. L'enjeu de l'objet social, c'est de dire, c'est cet article qui va me permettre, à la société d'exercer ses activités, qui va délimiter le champ des activités que la société peut exercer. Vous vous en doutez bien, pour éviter de le modifier tous les 4 matins, il faut qu'il soit assez large, mais en même temps assez précis. Ce qu'on fait généralement dans l'article de l'objet social, c'est que les 2 premiers bullet points, ça vise précisément ce qu'on fait, sans s'enfermer en fait dans une activité trop précise, parce que surtout dans des boîtes innovantes et dans des startups, en fait, on n'est pas à l'abri de pivoter, de commencer un business B2C et finalement de finir en B2B. Et donc, il ne faut pas non plus être trop dans le détail, mais donner globalement l'idée. Et après, d'élargir un maximum l'objet social pour vous permettre de faire d'autres choses. La dénomination sociale, c'est le nom de la société. Donc, on peut mettre… donc la dénomination, il faut peut-être la distinguer. Alors, il y a des petits travaux, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. La dénomination sociale, il faut la distinguer des noms commerciaux. Donc, une société, elle a d'abord son nom et son prénom. Et après, elle peut avoir un surnom, en fait. Et donc, du coup, on peut prévoir d'autres noms qu'on appelle noms commerciaux. Elle peut avoir aussi un sigle. Bon, le cas classique, c'est voilà, j'ai un nom de la société et basta. Mais on peut prévoir des noms commerciaux et un sigle. Le siège social, du coup, c'est l'endroit, c'est l'adresse de la société. Ça peut être modifié en cours de vie sociale. Et l'exercice social, c'est ce dont on a parlé avec Soraya, c'est la durée du premier exercice. Enfin, comment vous expliquer l'exercice social? C'est j'ai pas les mots. L'exercice social, c'est un moyen pour la société de découper sa vie en échéances comptables qui sont d'une année. Parfois civile, du 1er janvier au 31 décembre, mais cette année, en fait, vous êtes libre de la faire commencer quand vous voulez et qu'elle se termine 12 mois plus tard, notamment au regard de votre activité. Si vous êtes dans une activité qui, par nature, fonctionne en dents de scie, parce que, je ne sais pas, l'été, c'est très calme, mais vous avez un rush de vente à l'automne ou d'autres fonctionnements en dents de scie, il peut être intéressant que votre exercice comptable soit adapté. Mais l'exercice comptable, l'année fiscale, c'est la même chose. C'est le découpage en années successives de la vie de la société et qui permettent de faire à la fin de chacun de ces exercices, à la fin de chacune de ces années, un bilan fiscal, comptable de la société. Donc ça, c'est les caractéristiques de la société. Ensuite, le capital social. Donc, le capital social, c'est quel est le capital de démarrage. Donc, généralement, ça ne vole jamais très haut. On est souvent sur un capital social à 1 000 € ou 100 €. Sachez que dans la SS, on peut monter une SS avec un capital à 1 €. Donc, il n'y a pas de nécessité d'avoir un capital plus élevé. Le capital social est donc versé par les associés fondateurs. Okay, donc, si on fait un capital de 1 000 €, qu'on est 3 et qu'on est chacun à, je sais pas, 30, 50 et 20, il va y avoir un qui va verser 300 €, l'autre qui va verser 500 et l'autre qui va verser 200 €. Le montant du capital social sert à déterminer le nombre d'actions qui composent la société. Donc, si on a un capital social de 1 000 €, on peut avoir 1 000 actions de 1 € ou 10 000 actions de 10 centimes ou 100 000 actions de 1 centime.
Ça, c'est important, en fait, de ne pas faire la bêtise de dire, bon, bah, très bien, je suis solo, allez, 1 000 €, je me fais 2 actions de 500 €. Bah là, si on veut être ne serait-ce que 3 associés, c'est très compliqué. Vous m'entendez? Vincent, on m'entend ou pas? On t'entend, mais il y a effectivement des travaux derrière toi. Ouais. Pas de chance. Malgré les travaux, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bon. Mais on t'entend. Ça rend la chose authentique. Hein. Voilà. J'ai une question là-dessus, Kim, Ouais. sur les statuts, sur le capital social de nouveau. En formation Pôle emploi l'autre jour, la personne disait attention au capital social que vous mettez au départ, parce que il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations où leur business marchait hyper fort, mais ils avaient besoin d'aller emprunter plus auprès d'une banque, et parce que leur capital social était très faible de départ, ils se sont retrouvés capés en fait sur le montant qu'ils pouvaient emprunter. Est-ce que tu confirmes ça ou pas? Est-ce qu'il y a une somme que vous recommandez de mettre comment on fait pour déterminer le bon montant au capital social? Parce que c'est une somme qu'on récupère jamais, on est d'accord. Donc, c'est une somme en contrepartie de laquelle vous avez vos actions et basta. Et ce n'est pas un prêt à la société, effectivement. Donc, c'est dans la société, ça ne bouge pas. Alors déjà, il y a une première réflexion de se dire sur quel type d'activité et est-ce que demain, je monte une banque en ligne. Peut-être que ça a du sens que mon capital social soit un peu élevé en termes de crédibilité aux yeux des tiers. Sauf que la réalité, c'est que est-ce qu'on est plus crédible si on met 1000 ou 2000? Je ne suis pas certaine. Donc, tu as le gap entre je mets un capital social commun de 100 ou 2000 € et par contre, je mets un capital social vraiment très élevé parce que j'ai des besoins de visibilité et de crédibilité aux yeux des tiers. Ça, c'est un premier point. Après, sur le deuxième point que tu soulèves, si à la banque, tu es en mesure de lui montrer qu'au-delà de ton capital social, en fait, tu as des fonds propres et c'est ça qui est important. J'ai avancé de l'argent, j'ai fait un apport en compte courant derrière de 100 000 € et donc j'ai de la disponibilité pour 101 000 € et je m'engage à ne pas réclamer ces sommes dans un délai de 4 ans, ça fonctionne aussi. Donc, il n'y a pas de règle. Et puis, j'ai envie de vous dire, le capital social, il faut avoir la disponibilité au moment où on crée la boîte. Hein. Donc, 1 000 €, généralement, tu les trouves, même 100 €, tu les trouves à plusieurs associés. Quand tu arrives sur des 10 000 ou des 20 000 €, faut accepter aussi de mettre cet argent et de ne plus le revoir. Là où quand tu fais de l'avance en compte courant, c'est de l'argent que tu peux mettre à disposition de la société, que tu peux bloquer pendant un certain temps, mais le jour où la société va bien, tu peux aussi les récupérer. Vraiment, avec les tiers, c'est une histoire, ça dépend de ce que tu racontes. Un banquier, si vraiment tu as une relation avec, après, tu vois, même la BPI, elle regarde effectivement les fonds propres. S'il y a de l'avance en compte courant, ça rentre elle peut considérer que ça rentre en fonds propres s'ils sont bloqués pendant une certaine durée et que les associés ne peuvent pas réclamer le remboursement. Donc ça, il faut le garantir d'une certaine façon, il faut le mettre sur un compte bloqué, etc. Alors, tu n'as pas de compte bloqué, c'est-à-dire que toi, tu es associé de ta société, tu fais un virement de 50 000 €. Comptablement, tu dis à ton comptable que c'est de l'avance en compte courant d'associé et c'est fait. Sauf que, en fait, si tu ne fais pas une convention d'avance en compte courant, tu pourrais réclamer le lendemain le remboursement de cette somme à ta société. Et la société devrait te les rembourser. Et donc, la convention d'avance en compte courant permet d'encadrer l'avance qui est faite et de dire, en fait, elle ne pourra pas réclamer son remboursement avant telle date d'échéance. Il y aura des intérêts ou pas, parce que si c'est une société qui prête à une société, elle ne peut pas prêter. Enfin, en fait, il y a un monopole bancaire. On ne peut pas prêter de l'argent comme ça. L'avance en compte courant, c'est une exception. Mais du coup, si une société prête à une société, il faut qu'il y ait un intérêt, sinon ça peut être une faute de gestion. Par contre, si c'est un particulier et c'est un fondateur, il n'y a pas besoin nécessairement d'intérêt. Et si les sommes ont besoin d'être abandonnées et jamais récupérées, le fondateur peut aussi abandonner le remboursement de l'avance en compte courant. Mais c'est quand même un moyen de mettre de l'argent dans la société et se garder la possibilité de se voir rembourser la somme, quoi, ce qui n'est pas neutre. Mais il n'y a pas vraiment de règles. Franchement, je ne sais pas, Vince, de ton expérience, mais rares sont les sociétés. J'ai déjà fait des sociétés avec un capital social à 100 000 € parce que c'était une société qui avait besoin justement d'une crédibilité en fonction de l'activité qu'elle avait. Mais généralement, on est sur un capital social à 100, 1000, 2000, 3000 en fonction de ce que les associés ont comme dispo, mais ça ne va jamais très haut. Hein. Ok.
Non, non, moi, j'ai rien à ajouter. Effectivement, au-delà de la crédibilité, il y a certains secteurs dans lesquels c'est réglementaire, hein. Il y a des montants de capital social qui sont réglementairement établis. Pour une SAS, il n'y en a pas. Pour une SA, par exemple, il y en a. Donc, une SAS, il n'y en a pas. Et 1 000 €, c'est effectivement généralement ce qu'on voit avec derrière exactement ce qu'a dit Kim, c'est-à-dire cet engagement de compte courant bloqué. Ok. Après, ça va dépendre aussi de quelles sont tes perspectives de lever des fonds, d'augmentation de capital versus d'emprunter. Si ton business, si ton BP repose sur des emprunts bancaires et que tu le sais déjà, et qu'en plus, tu as la trésorerie initialement pour passer ton capital social initial de 1 000 à 5 000, bah oui, pars directement sur 5 000 parce que tu sais que dans quelques mois, tu vas aller voir des banques et que au moins, tu t'éviteras de te prendre la tête sur ces questions de ah non, mais moi j'ai mis 1 000, mais il y a 4 000 en avance en compte courant, etc. Si en revanche, tu sais dès maintenant que probablement l'emprunt bancaire, ce n'est pas ta priorité, la solution de Kim fonctionne parfaitement. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Du coup, pour reprendre sur le contenu des statuts, donc voilà, le capital, donc les statuts vont faire état du capital social initial. Au fur et à mesure de la vie de la société, on peut mettre à jour le capital social. Enfin, le capital social pourra sûrement être mis à jour s'il y a des levées de fonds, par exemple. Donc, parfois, dans un article qu'on appelle apport, il y a en fait quelques lignes pour expliquer comment le capital a évolué, sans indiquer qui rentre au capital comme nouveaux associés, mais juste pour retracer l'historique du capital social. Et il y a des articles qui vont expliquer si le capital doit être modifié, comment ça se passe, mais c'est généralement un rappel de la loi. Et sur la transmission des actions, il y a deux choix. Soit on met la préemption et l'agrément dans les statuts au démarrage, ce qui fonctionne bien dans des statuts constitutifs. Et dans ce cas-là, c'est opposable au tiers. Et en fait, un tiers, en voyant les statuts, il voit que les associés ne peuvent pas librement céder. Soit on met une règle de principe que la transmission des actions est libre et que par exception, dans un acte extra-statutaire, il y a par contre des restrictions qui sont prévues sur la transmission des actions. Et après, les deux derniers points des statuts, et c'est important de les soigner. Le premier, c'est tout ce qui encadre les mandataires sociaux. Mandataires sociaux, c'est un synonyme de dirigeant. C'est pour une SAS ce qu'on appelle le président et éventuellement les directeurs généraux. Pourquoi c'est important? Parce que dans cette partie des statuts, on va décider de comment sont nommés les mandataires sociaux. Donc ça, c'est assez classique, c'est nommé par une décision des associés à une majorité qu'on prévoit. Mais surtout, comment est-ce qu'on peut les révoquer? Et il y a plusieurs manières de révoquer un mandataire social. Soit il faut nécessairement une faute pour le révoquer, ou en tout cas un motif, un juste motif. Sinon, si le motif de révocation n'est pas juste, en fait, ça ouvre droit potentiellement à une indemnisation derrière. Ou alors une révocation, ce qu'on appelle ad nutum, c'est-à-dire sans juste motif. Et donc, en clair, le mandataire peut être sur un siège éjectable. Donc, c'est un article qu'il est important de soigner. Pareil pour le directeur général, on prévoit les mêmes règles. Est-ce qu'il peut démissionner? Quand il démissionne, il peut toujours démissionner, mais quand il démissionne, est-ce qu'il y a un préavis? Comment il doit informer les associés de sa démission, etc. Et le dernier point, c'est sur les décisions collectives des associés. Et c'est les articles sur lesquels il faut prêter attention par rapport à l'agilité dont on parlait. C'est-à-dire que des entrepreneurs, ils n'ont pas le temps de louer une salle, de convoquer les AG par LRR à tous les associés 3 semaines avant, d'attendre 3 semaines, d'organiser une AG en physique. Voilà, les entrepreneurs, ils ont besoin de faire une AG par téléphone, par visio, de faire signer un DocuSign à tout le monde en rapido. Et donc, c'est hyper important de prévoir dans cet article-là un maximum d'agilité tant sur le formalisme à respecter, c'est-à-dire combien de jours avant je dois convoquer si je convoque une AG. Si en fait on est tous d'accord, est-ce que j'ai besoin de convoquer une AG et d'attendre X jours avant de pouvoir la tenir?
et donc prévoir la possibilité de faire ce qu'on appelle des décisions unanimes d'associés. Dès lors que tous les associés sont d'accord, en fait, on signe tous un document et ça vaut prise de décision, de sorte qu'on peut décider quelque chose ce matin et signer un document cet après-midi. Et le dernier point sur ces décisions collectives, ça va être selon le type de décision. Donc, en clair, pour vous simplifier les choses, il y a 2 types de décisions qui sont prises par les associés. Des décisions qu'on appelle ordinaires, qui sont en fait toutes les décisions qui ne vont pas modifier les statuts. J'approuve mes comptes, je révoque un mandataire social, je le nomme. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les décisions ordinaires, qui ont une majorité généralement de 50% plus une voix. Ces majorités-là peuvent être adaptées, hein, selon, si on est 3 associés, on a chacun 33,33 et qu'on veut, pour les décisions ordinaires, il y ait au moins 2 personnes, on peut décider que, je sais pas, les décisions ordinaires, elles sont soumises à une majorité de 67%. La réalité, c'est qu'il ne faut pas non plus que ce soit un blocage pour la prise de décision. Et s'ajoutent aux décisions ordinaires les décisions extraordinaires et qui sont là, du coup, les décisions, vous devez vous en douter, qui modifient les statuts. Je modifie mon capital social, je fais une levée de fonds, j'émets des outils d'intéressement au capital, je sais pas, je supprime un article de mes statuts, je les modifie simplement. Donc là, c'est des décisions extraordinaires et du coup, généralement soumis à une majorité renforcée qu'on prévoit généralement à 66-66. Mais encore une fois, tout dépend de la répartition du capital et de ce que vous voulez prévoir. Mais voilà, ce qui est important, c'est comment est-ce que collectivement on prend les décisions de la manière la plus facile possible et à quelle majorité on doit être d'accord pour pouvoir faire passer une décision ordinaire ou extraordinaire. Donc voilà globalement les points d'attention à soigner un petit peu dans les statuts. Mais voilà, ce qui est caractéristique de la société capital social, généralement les entrepreneurs se mettent vite d'accord. Sur les décisions collectives, il peut y avoir un petit aller-retour, mais ça va assez vite. Et sur la direction de la société, il faut juste comprendre les enjeux de la révocation et comprendre comment ça se passe. En fait d'un avocat, parce que ça, on n'en a pas trop parlé, mais notre manière de voir le métier aussi avec Vincent et Marine chez Omada, c'est aussi voilà, une proximité avec les clients et on n'est pas là juste pour biller du temps et biller de l'argent. On est là vraiment pour vous challenger, vous conseiller et faire en sorte que vous fassiez les bons choix. Et en fait, les statuts, on se dit, oh, c'est un doc rapide, je m'en fous, je prends un template, je complète des trous et je les dépose et ça fera l'affaire. En réalité, il y a plein de passages qu'il faut soigner parce que le jour où vous voulez les régulariser, en fait, c'est de l'argent de frais de greffe. C'est 500 € au greffe parce qu'on doit faire des modifications de statut, redéposer. Là, on prend un avocat, donc ça coûte plus cher. Et en fait, si les statuts étaient bien faits dès le début, on aurait peut-être pu anticiper tous ces éléments-là. Voilà sur les statuts. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. J'avais une petite question, moi. Oui. Alors, moi, je ne vois pas qui parle quand je partage l'écran. Je n'ai pas ton prénom. Je m'appelle Olivier. Ok, salut Olivier. J'avais une petite question sur le statut auto-entrepreneur. Est-ce qu'il bénéficie, lui, parce que tu parlais du non commercial juste avant. Je voulais savoir si lui, il bénéficie du non commercial pour ne serait-ce que facturer ses clients, pour pas facturer ses clients au nom, par exemple, Olivier Edgar, ou bénéficie d'un non commercial, quoi. Je t'avoue que je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas envie de te dire de bêtises, je ne sais pas. Mais l'auto-entreprise, effectivement, elle est en nom propre. Ouais. J'ai aucune idée. On peut regarder rapidement. Vincent, je ne sais pas si tu as la réponse. Moi, de tête, c'est possible. Le principe, c'est effectivement que ce soit ton patronyme, en fait. Donc, effectivement, ton nom et ton prénom et ton nom, ou au moins ton nom. Mais il est possible de faire la formalité. Moi, j'ai ça en tête, qu'il est possible de faire la formalité pour donner un nom commercial à son statut d'auto-entrepreneur. Pour vous dire, j'ai été avisé par une personne de l'URSSAF d'inclure un nom commercial dans mon patronyme, c'est-à-dire dans mon nom avec mon prénom. Donc, par exemple, Olivier Edgar, et moi, ma solution s'appelle Onigo. Donc, voilà, donc je facturerai mes clients sur Olivier Edgar, Onigo, ou mettre l'un sans l'autre. Et voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensiez. Mais, en fait, moi, de tête et à vérifier, mais tu es libre de mettre le nom commercial que tu souhaites. C'est-à-dire, je pense que ta dénomination
ta dénomination, ça sera toujours ton patronyme, mais tu y adjoins un nom commercial en réalité. Et ensuite, une fois que c'est déclaré, tu peux communiquer avec ce nom. Ok, ça marche. Ouais, j'étais en train de regarder du coup en parallèle. Effectivement, tu peux avoir un nom commercial. Après, ça, en fait, ça n'a pas de valeur juridique, de sorte que quand tu fais une facture ou un devis et que tu dois vraiment toutes les mentions obligatoires de ta dénomination, tu dois absolument faire figurer ton nom et ton prénom. Ouais, ok. Mais tu peux communiquer à titre commercial sur ton nom commercial, mais ça n'a pas de valeur juridique. Donc, comme une société. Hein. Ouais. Comme une société commerciale. Ouais. Et j'attire ton attention simplement sur le fait que, mais ça vaut pour tout le monde, il faut toujours vérifier quand on s'adjoint un nom commercial, et en théorie même pour le nom, la dénomination sociale, vérifier que ce ne soit pas déjà une marque qui a été déposée. Alors, si possible, au moins sur l'INPI, c'est-à-dire l'Institut national de la protection de la propriété intellectuelle en France, voire au niveau européen. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Pas de souci. Il y a peut-être d'autres petites questions ou on peut passer au pacte d'associés. Je prends votre silence pour… Bon, on avance parce qu'il est midi 11. Je propose qu'on avance. Yes. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein, il vaudrait mieux avancer, il est midi 11, comme a dit Vincent. Allez, go. Alors, le pacte d'associés, de la même manière, on vous l'a dit, c'est donc un contrat qui permet d'organiser les relations entre associés. Ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne crée rien, ça ne crée pas la personne morale, c'est donc absolument facultatif. Mais nous, on le conseille généralement à nos clients et aux porteurs de projets parce que ça permet, comme on l'a dit aussi, de protéger, la réalité du projet qui est porté par les associés fondateurs, 2-3 personnes qui se sont associées. Et ce n'est pas pour rien que ce soit ces 3 personnes qui se soient associées. Moi, je me suis associé avec Kim et Marine. En fait, je ne me serais pas associé avec personne, je me serais associé avec personne d'autre. Donc, la personnalité, au-delà des compétences, la personnalité de Kim et Marine font que c'est parce que c'est elles que je me suis associé avec elles. Et donc, vous, dans votre association, finalement, ça va être exactement la même chose. Et donc, moi, dans mon association, je n'ai pas envie que Kim ou Marine ou moi, tout ça est réciproque, évidemment, ne puissent faire ce qu'on veut avec, évidemment, nos actions. Et en termes d'implication et d'engagement au sein de la société, l'idée est quand même de s'imposer certaines obligations afin qu'on porte tous et que vous portiez tous dans chacun de vos projets les sociétés que vous avez créées. Pour ça, c'est l'objet du pacte d'associés qui se découpe généralement en 3 grandes parties. Comme le montre le PowerPoint que vous présente Kim. Le premier enjeu, c'est la maîtrise de l'actionnariat. Le deuxième enjeu, sur lequel je vais passer plus rapidement, c'est la gestion de la gouvernance. Et pourquoi j'y passerai plus rapidement? Parce qu'en fait, au stade de la constitution d'une société, la gouvernance, finalement, elle est généralement gérée dans les statuts et pas dans le pacte d'associés, parce qu'il n'est pas nécessaire d'y avoir recours et de préciser ces règles dans un pacte d'associés, mais on tenait quand même à vous présenter cette possibilité. Et puis, la 3e partie, très importante, c'est les engagements individuels de chacun des associés dits opérationnels, généralement, c'est-à-dire tous les associés fondateurs qui sont opérationnels au sein de la boîte, c'est-à-dire qu'ils exercent des fonctions. Alors souvent, ils ont des statuts de mandataires sociaux, président, directeurs généraux délégués dans une SAS. Mais en plus, voilà, ils ont ces fonctions donc opérationnelles et c'est à ce titre qu'ils vont prendre certains engagements vis-à-vis de leurs associés, mais surtout pour la survie et la progression du projet. Tout d'abord, la maîtrise de l'actionnariat. Maîtrise de l'actionnariat, c'est l'idée, comme on l'a évoqué tout à l'heure, comme on a pu l'évoquer lorsque j'ai répondu à l'une de vos questions sur les transferts libres et une holding, c'est de dire on monte un projet à 2 ou 3, on ne le monte pas avec d'autres personnes que ces 2 ou
3 associés. Et donc, pour protéger cet actionnariat initial, nécessairement, le seul moyen, c'est de restreindre les droits, les transferts potentiels que vous pourriez réaliser avec vos actions. Les actions, c'est comme un téléphone, c'est comme une voiture, c'est un bien meuble qui est librement, par principe, librement cessible. Donc, vous pouvez le céder à une valeur qui serait déterminée d'un commun accord à n'importe qui. Et donc, ça, on ne veut pas que vous puissiez être libre de pouvoir céder vos actions parce que ça voudrait dire, et je reprends mon exemple avec Kim et Marine, que Kim pourrait céder une partie des actions qu'elle détient à n'importe qui avec une personne que Marine ou moi ne voulions pas forcément dans notre capital. Et donc, on va s'imposer ces restrictions à des transferts d'actions. Ces restrictions, ça va être d'abord, généralement, l'engagement de ne… Et là, je fais un peu un premier pont avec la troisième partie, l'engagement des associés, c'est le principe que nos actions, elles ne vont pas pouvoir être cédées. Elles vont être incessibles, ces actions. Pendant un certain temps, pendant 3 ans, pendant 4 ans, aucun de nous 3 et aucun de vous, dans chacun de vos projets, ne pourront céder ces actions. Alors, on va mettre un tempérament, souvent entre 10 et 15% des actions que vous détenez, pour que y ait quand même un certain degré de liquidité de ces actions, que vous puissiez quand même, si l'occasion se présente, liquider une partie de ces actions en contrepartie de cash pour vos projets perso. Mais même dans cette fourchette de 10-15%, vous n'allez pas être libre de les céder à n'importe qui. On va mettre en place dans un pacte d'associés tout d'abord un droit de préemption. Le droit de préemption, c'est un droit de priorité détenu par les autres associés dans le cas où vous souhaiteriez céder vos actions. C'est-à-dire que moi, je viens vous voir, je vous propose un prix intéressant pour racheter 10% de vos actions. Vos associés sont en mesure et ont le droit de dire non, ces 10%, on les rachète en priorité. La contrepartie, c'est qu'ils doivent les racheter aux mêmes conditions, et notamment aux mêmes conditions tarifaires que celles que moi j'ai proposées. Donc, on voit vite la limite du droit de préemption, c'est ce qu'on évoquait déjà tout à l'heure, c'est que si le prix que je propose est inaccessible pour vos associés, parce que trop élevé, le droit de préemption, il est caduc, il perd tout de suite de son intérêt. Et c'est pour ça que généralement, en tout cas dans un pacte fondateur, on voit ce droit d'agrément qui est en fait, en quelque sorte, un droit de veto que détiennent les autres associés et qui consiste à en fait avoir le droit de dire oui ou non à l'entrée d'un autre associé au sein du capital social de la boîte. Alors, le droit de veto, il est rarement individuel. Il est rarement, on prévoit souvent des majorités qui font qu'une personne ne peut pas bloquer. Mais tout ça, ça se discute entre vous au départ et lorsqu'on met en place ce pacte d'associés. Donc vraiment, ces articles, incessibilité des actions, préemption, agrément, l'objet, c'est vraiment de restreindre la possibilité que vous avez de transférer vos actions et de préserver l'actionnariat initial. Ensuite, dans un pacte d'associés, on va également prévoir certains droits et certaines obligations en fonction de où on se place sur certains transferts. Notamment, on va prévoir ce qu'on appelle un droit de sortie conjointe ou des droits de sortie conjointe qui se divisent en 2 et qui sont des droits accordés dont vous allez bénéficier, vous, chacun des associés. Le droit de sortie conjointe qui se divise en 2 est d'abord un droit de sortie, on parle de droit de sortie conjointe d'abord proportionnel et également d'un droit de sortie conjointe total. Un peu technique, donc je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus pédagogique possible. Le droit de sortie conjointe, c'est de manière générale la possibilité pour un associé de se greffer à une vente dont il ne serait pas initialement le bénéficiaire. Je vais vous prendre un exemple. C'est dans une situation où le droit de préemption a été purgé, le droit d'agrément également. C'est la possibilité pour un associé de dire
attends, toi, mon autre associé, tu bénéficies de la possibilité de céder tes actions, bah, moi aussi, je vais céder au moins une partie de mes actions. Et c'est là où se fait la différence entre le tag proportionnel, le droit de sortie conjointe proportionnel et le droit de sortie conjointe total. C'est la situation dans laquelle on se trouve. Soit on est dans une situation où, en fait, il y a une faible proportion d'actions qui est cédée par l'un d'entre vous, l'un des associés. Le droit de préemption, encore une fois, a été purgé, le droit d'agrément a été purgé, et donc les 10% dont on parlait peuvent être cédés. Le droit de sortie conjointe proportionnelle, c'est la possibilité pour les autres associés de dire il n'y a pas de raison que toi seul bénéficies de cette, entre guillemets, solution de liquidité, c'est-à-dire cette faculté de liquider une partie de tes actions. Puisqu'on a un projet à tous les trois, par exemple, il n'y a pas de raison que toi seul bénéficies de cette solution, et donc on va chacun en bénéficier au prorata de nos détentions au capital. Et donc, au lieu que tu cèdes les 100 actions qui constituent les 10% de tes actions, en fait, les 100 actions que le tiers va vraiment acheter, on va les diviser en fonction de la détention qu'on a au capital. Et donc, si toi, tu as 30% de la boîte, finalement, tu ne vas pas céder 100 actions, mais 30. Celui qui a 40% de la boîte pourra céder jusqu'à 40 actions, et ainsi de suite. Et le dernier, 30%, de sorte que le tiers se retrouve bien avec les 100 actions qu'il voulait acquérir et que vous ayez cédé chacun au prorata de votre détention. L'idée, c'est toujours la même, c'est de dire que vous formez une équipe et qu'il n'y a pas de raison que l'un soit mieux traité que les autres. Et donc, en l'occurrence, dans mon exemple, que l'un puisse sortir une partie, puisse céder une partie de ses actions sans que les autres puissent en bénéficier. Et peut-être pour compléter ce que tu dis et l'illustrer, c'est un peu la suite du droit de préemption. C'est-à-dire que Vincent souhaite céder à Mehdi 10 actions à 100 millions d'euros. Donc, il a eu une super opportunité. Moi, je ne peux pas racheter, je ne peux pas préempter parce que je n'ai pas la liquidité. Mais par contre, je vais pouvoir actionner mon droit de sortie conjointe proportionnel et profiter aussi de cette super opportunité. Donc, c'est soit j'ai de l'argent pour acheter, j'exerce la préemption, soit je n'ai pas l'argent, mais je veux aussi profiter de cette super opportunité et j'exerce mon droit de sortie. C'est un peu le pendant du droit de préemption. Et ça permet quand même de protéger les autres associés. Ouais. J'ai une question rapide. Dans le cas où on n'a pas l'argent et qu'on voudrait faire valoir le droit de préemption, je crois qu'il y a un moyen, mais je ne sais plus avec quelle clause il fonctionne, pour passer devant le juge. Et là, en gros, le juge donne à un tiers, donc souvent des commissaires aux comptes, pour évaluer le montant des actions souhaitées et réévaluer le prix. Donc ça peut être à la hausse, à la baisse. Mais on m'en a parlé une fois, je ne sais pas si ça vous… Si je suis clair. En fait, le principe d'une cession d'actions, ça faut bien l'avoir en tête, c'est que le prix est librement fixé. Je vous prenais l'exemple d'un téléphone ou d'une voiture. Personne n'est en mesure de contester que je vends mon iPhone pour 300 €. Mais voilà. Certains peuvent dire que ça vaut 600, d'autres vont dire non, il est ancien, il vaut 150. Mais c'est l'offre et la demande. Si je trouve un acheteur à 300, très bien. Donc ça, le principe s'applique également pour les actions. Maintenant, il est tout à fait possible de prévoir dans un pacte d'associés, qui, on le rappelle, est un contrat et donc qui n'est que le fruit de ce que vous voulez y mettre, des clauses dans lesquelles il est possible de contester le prix proposé dans le cadre d'un transfert de titres et de prévoir un mécanisme par lequel un expert pourrait être sollicité pour évaluer le juste prix des titres de la société dans les circonstances d'une offre de transfert. Tout à fait possible. Maintenant, ça complexifie significativement quand même le processus de cession des actions qui, de base, est censé être très restreint, c'est-à-dire avec un engagement d'incessibilité ou d'inaliénabilité des actions pendant un certain temps, et à contrario, dans le cas où en fait on n'est pas dans ce cas d'incessibilité, qu'il soit libre, en tout cas notamment en ce qui concerne la fixation du prix, sous réserve évidemment du respect du droit de préemption, du droit d'agrément, etc., etc. Mais pour répondre très précisément à la question, il est possible de prévoir ça, c'est-à-dire le recours à un tiers pour évaluer le prix à l'occasion
d'un transfert de titres. Généralement, voilà, après, ça dépend des packs. Généralement, il est prévu simplement, enfin, il est prévu que les associés puissent contester et puissent avoir recours à un tiers évaluateur, à un expert, et que ensuite, en fonction de si le prix proposé par l'expert est X% plus cher ou X% moins cher que le prix initialement proposé, que l'offre se maintienne ou que l'offre, au contraire, on considère qu'elle a été faite de mauvaise foi et donc elle ne peut pas se maintenir. Voilà. Ça répond à ta question? Moi, je ne vois rien, donc il Parfait. a mis oui. Parfait, merci Hassane. Donc, ça, c'est un point très important sur la maîtrise de l'actionnariat. Là, j'ai passé un peu de temps sur ce qu'on appelle le droit de sortie conjointe proportionnel, qu'on appelle en anglais le tag proportionnel. On a l'autre versant du tag ou du droit de sortie conjointe, c'est le droit de sortie conjointe total et qui, là, consiste à prévoir que dans l'hypothèse où le contrôle de la société, concrètement, et pour aller rapidement, si une cession emporte, si un transfert emporte la cession de plus de 50% du capital de la boîte, donc le transfert du contrôle de la boîte est envisagé, les associés qui ne participeraient pas à cette cession, qui seraient donc minoritaires, pourraient décider de sortir totalement de la boîte et donc de forcer le tiers acquéreur à racheter également leur participation. L'idée, c'est le même fil rouge, c'est de dire je me suis associé avec des personnes que j'ai choisies et qui m'ont choisi. Si demain le contrôle de la société est transféré, en fait, la physionomie de la boîte, ce ne sera plus du tout la même. Et donc, je ne serai plus dans la boîte dans laquelle j'avais envie d'être. Et donc, il est logique que je puisse avoir le droit de sortir complètement. Toujours dans cette idée de, voilà, l'association, on sait pourquoi on s'est associé au départ. Préservons le plus possible cette association et prévoyons des mécanismes qui permettent de sortir de cette association si elle ne correspond plus à ce qu'elle devait être initialement ou ce qu'elle était initialement. Ensuite, ouais. On avance peut-être un peu plus vite pour avoir le temps de parler du dernier point, qui je pense est important pour tous. Ouais. De toute façon, on peut baser la gestion de la gouvernance parce que la réalité, c'est que ça ne concerne pas les constitutions, enfin, ça ne vous concerne pas à l'occasion d'une constitution de société. Juste sur la maîtrise de l'actionnariat, il est important de prévoir aussi ce qu'on appelle un droit de sortie forcé, un drag along, un droit d'entraînement. Tous ces termes sont un peu barbares, mais sont synonymes. C'est-à-dire la possibilité pour, dans l'hypothèse où une majorité d'associés, et cette majorité, il faut la définir, et souvent c'est une majorité qui est qualifiée, au moins 2/3 du capital, voire 3/4 du capital, a reçu une offre qui porte sur toute la boîte, qui ne porte pas simplement sur les 66% en question ou les 75% en question, mais vraiment sur toute la boîte. C'est la possibilité pour cette majorité d'associés de forcer la minorité restante, donc les 34% restants ou les 25% restants en fonction de la majorité que vous avez mis en place, de céder les actions. L'idée, c'est de ne pas bloquer la cession totale de la boîte dans l'hypothèse où cette situation se présenterait. Donc, c'est ce qu'on appelle un droit d'entraînement. Il faut bien réfléchir et bien se poser sur cette majorité qui peut entraîner les autres. Concrètement, si vous êtes deux associés à 50-50, cette clause, elle n'a pas beaucoup de sens dans votre pacte d'associés. Parce que, à mon avis, vous n'allez pas prévoir que l'un puisse forcer l'autre, et ça n'aurait pas beaucoup de sens de le prévoir, que l'un puisse entraîner l'autre dans une session. En revanche, si vous êtes trois associés et que, pour des raisons qui vous sont propres, il y a deux associés qui ont 80% du capital et le dernier a 20% du capital, il peut-être être sensé et intelligent de prévoir que ces deux associés extrêmement majoritaires, qui à deux ont 80% de la boîte, puissent forcer le minoritaire, celui qui a 20%, à céder dans l'hypothèse où, encore une fois, je le précise, l'offre porte sur toute la boîte, c'est-à-dire une offre de rachat de la boîte. D'accord ? Donc ça, c'est sur la maîtrise de l'actionnariat. L'idée, c'est vraiment
vous avez compris le fil rouge de préserver la cohérence de l'actionnariat initial à l'aide de différents mécanismes. La gouvernance, on y passe rapidement parce que, comme on vous l'a dit, dans une SAS, initialement, vous allez la gérer avec un président, un directeur général et ça va très bien se passer. Vous n'avez pas besoin de comité. On peut juste peut-être, Vincent, parler d'un cas que moi je rencontre souvent quand on a plusieurs associés, 3, 4, et qu'en fait, il y a des minoritaires, je ne sais pas, un mec à 10%. Et on sait qu'en vertu des majorités des statuts, 50 ou 67, du coup, ceux qui ont 10, 20, 30% ne pourront pas bloquer une décision. On peut prévoir dans le pacte une sorte de liste de décisions très, très stratégique où en fait, on se met d'accord qu'on devra avoir l'unanimité des associés ou les 3/4 des associés qui sont OK, peu importe la détention. En fait, mettre cette liste de décisions dans le pacte, ça vous permet, si en fait il y a vraiment une répartition du capital qui n'est pas égalitaire et en fait, avec ce système de majorité, on peut passer en force toutes les décisions finalement, de du coup demander l'autorisation préalable. Alors après, on prévoit quelque chose d'hyper facile et agile. Un mail, ça se fait par mail, par téléphone, mais demander l'autorisation préalable avant de prendre une décision en AG. Et le corollaire aussi de ça, c'est moi, en tant que président, en fait, je peux embaucher les salariés, je peux aller à la banque et en fait engager un prêt. Peut-être que pour ces décisions qui sont du coup plus opérationnelles et business, certains associés vont vouloir nécessairement être au courant. Donc, on peut aussi lister ces décisions opérationnelles et faire en sorte qu'elles fassent l'objet soit d'une information préalable, soit d'une autorisation préalable de certains associés. Ça permet, quand pas tout le monde est mandataire social, de demander l'autorisation en amont. Mais effectivement, comme le disait Vincent, on met rarement en place un comité stratégique avec tout un formalisme qui vient alourdir la gouvernance au démarrage. Ouais, et moi, pour rebondir, et ça montre bien qu'il y a plein de façons de voir les choses, voilà. Moi, à titre personnel, je suis pas favorable à ce que Kim vient d'expliquer, parce que je trouve qu'en fait, c'est un travail très important pour les associés initialement de réfléchir sur la répartition du capital initial, et que à partir du moment où cette répartition a été actée, les décisions en assemblée générale, elles sont prises en assemblée générale avec les majorités qui sont prévues. Vous avez tout le loisir de réfléchir à cette répartition initiale, de fixer des majorités dans les statuts qui vous semblent cohérentes avec cette majorité pour prendre en compte vos spécificités, le fait que vous soyez peut-être 5 associés, par exemple. Rajouter quelque chose dans un pacte d'associés, je trouve que c'est en fait… ça alourdit considérablement le process. Ça, c'est sur les décisions d'assemblée générale. Et puis après, sur les décisions opérationnelles qui sont du ressort des mandataires sociaux. De la même manière, vous avez tout le loisir de décider que telle personne sera mandataire social, et donc de lui affecter, d'affecter à chacun le droit d'engager la boîte. En tout cas, initialement, dans une société qui vient d'être créée, moi, et encore une fois, c'est à titre personnel. Après, le choix, de toute façon, est fait par le client. Le conseil est donné, puis le choix est fait par le client. Je ne suis pas extrêmement favorable à ce mode de gouvernance dans un pacte d'associés fondateurs. Voilà. Ouais, je pense que ça dépend de la physionomie, de la confiance qu'il y a entre les associés, de s'ils se connaissent ou s'ils ne se connaissent pas trop. Oui, bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi que si on peut s'en passer, c'est mieux. Ouais. Ça, vous l'aurez compris, ça dépend vraiment de la physionomie de votre association initiale. Et c'est tout l'intérêt d'un pacte d'associés aussi, c'est que vous êtes libre d'y mettre vos règles propres. Voilà. Et s'il y a certaines règles de gouvernance qui vous sont propres, vous avez aussi tout le loisir de les faire figurer au pacte d'associés. Dernière partie du pacte d'associés qui est primordiale, c'est les clauses au travers desquelles vous allez prendre certains engagements vis-à-vis de la boîte, et vis-à-vis de vos autres associés et vis-à-vis de la boîte, et évidemment la sanction du non-respect de ces engagements. Alors, d'abord, ces engagements, quels sont-ils? C'est évidemment une obligation d'implication, logiquement et normalement à 100% dans la boîte. Donc, c'est une implication à fond. Le corollaire, c'est évidemment l'exclusivité, c'est-à-dire vous vous engagez à
à ne travailler que pour la boîte. Il est évidemment possible de prévoir des exceptions à vos différents cas d'espèce, notamment si vous avez, je ne sais pas, des engagements, par exemple, associatifs qui vous prennent sérieusement du temps dans une semaine, il est tout à fait possible de prévoir que cet engagement associatif restera possible. Il est également possible, encore une fois, ça dépend vraiment de la physionomie de votre association, qu'en fait, un des autres associés ait un mandat social dans une autre boîte. Mais le principe, c'est une implication et une exclusivité absolue pour le projet. Ensuite, un autre engagement, évidemment, l'engagement de non-concurrence, qui est pendant la vie de la société et pendant que vous êtes opérationnel dans la société, évidemment, le corollaire, encore une fois, de l'implication et de l'exclusivité. Si vous vous engagez à 100% pour la boîte, il n'y a pas de raison que vous fassiez concurrence à la boîte. Mais la particularité de cet engagement de non-concurrence, c'est qu'il a une durée de vie qui dépasse votre engagement opérationnel au sein de la boîte. Et il faut fixer une durée qui est généralement comprise entre 6 mois et 18 mois, généralement en fait 1 an, pendant lesquels, 1 an après que vous avez quitté la société, pendant lequel vous n'allez pas avoir le droit d'exercer une activité concurrente à l'activité de la société. Il est possible de prendre du coup cet engagement de non-concurrence. Il est généralement rémunéré et il est limité dans l'espace. C'est-à-dire qu'on va dire c'est sur le territoire français que l'associé ne peut pas, pendant 1 an, exercer une activité concurrente. Et en contrepartie de cet engagement de non-concurrence, la boîte s'engage à lui payer 20%, 30%, 50% de son ancien salaire pendant toute cette durée. Évidemment, en fait, cette question de la non-concurrence, elle se pose au moment où l'associé en question quitte la société. Et c'est la société qui décide si oui ou non elle applique cet engagement. Le fait de l'inscrire dans le pacte d'associés, c'est en fait réserver la possibilité à la société de l'imposer à l'associé. Si la société, par exemple, n'a pas les fonds, tout simplement pour payer 30% ou 50% du salaire pendant 6 mois à l'associé qui s'en va, il est tout à fait possible de ne pas activer cet engagement de non-concurrence. Cet engagement de non-concurrence, il s'accompagne, comme à chaque fois, comme pour tous les salariés, etc., d'un engagement de non-débauchage, c'est-à-dire l'impossibilité, l'interdiction de venir démarcher des salariés, des prestataires, etc., de la boîte pendant cette même durée post-implication. Et puis, l'engagement de céder la propriété intellectuelle dont vous pourriez être propriétaire sur des développements, sur des créations que vous auriez faites tout au long de la vie de la société. L'idée, c'est évidemment que ce soit la société qui soit propriétaire de tous ces actifs de propriété intellectuelle, à commencer par les noms de domaine, la marque, et puis tous les développements informatiques, et notamment le code qui est un droit d'auteur, et donc qui, par nature, et en tout cas, sauf clause contraire et sauf contrat de cession de la propriété intellectuelle, appartient à celui qui l'a développé. Donc, voilà pour ce qui est des engagements que vous, associés opérationnels, vous prenez au terme d'un pacte d'associés vis-à-vis de vos autres associés et vis-à-vis du projet. Évidemment, ces engagements ils doivent être sanctionnés en cas de non-respect. C'est la fameuse clause de leaver, alors bad leaver, quand le départ est, en tout cas quand le non-respect de ces engagements est fautif. C'est donc cette clause de leaver qui a pour objet de venir, encore une fois, préserver l'actionnariat finalement d'une désimplication d'un des associés opérationnels. Cette clause, juridiquement, c'est une promesse de vente, tout d'abord, que chacun des associés consent aux autres associés, mais également à la société, en disant, dans certaines circonstances, dans lesquelles on va me qualifier de fautif, ou dans ces circonstances qu'on va qualifier de fautives, je m'engage et je promets de vendre 100% des actions que je détiens dans le capital à un prix qu'il faut déterminer. Et il y a cette question donc du prix qui est à déterminer en fonction de comment on conçoit ce bad leaver.
Donc, vous l'aurez compris, je répète, le bad liver, c'est une promesse de vente qui porte généralement sur 100% des actions de chacun des associés opérationnels et qui peut être déclenchée à l'occasion, justement, d'un événement de bad liver. Les bad liver, quels sont les faits générateurs d'un bad liver? Il y a tout d'abord le non-respect de l'engagement d'implication ou d'exclusivité. Et donc, qu'est-ce que c'est que le non-respect de cet engagement d'implication? Ça va être, par exemple, la démission. La démission, votre démission de votre mandat social, par exemple, avant un certain délai, qui est généralement de 3 ou 4 ans, est une preuve d'une désimplication et donc une preuve d'une violation de votre engagement d'implication et donc est un événement déclencheur de la promesse de vente bad liver. De la même manière, si vous êtes révoqué de vos fonctions, alors pas n'importe quelle révocation, mais une révocation pour une faute grave ou une faute lourde. Là, de la même manière, on considère que la faute qui justifie votre révocation est tellement grave qu'on vous considère comme bad liver, départ fautif. Et puis, toutes les autres violations du pacte d'associés, si vous refusez par exemple à répétition de céder le code que vous avez développé, si vous refusez à répétition de céder une marque que vous avez déposée en votre nom propre, etc., vous serez qualifié de bad liver et donc vous pourrez être contraint par la société ou par les autres associés de céder 100% des actions que vous détenez. Ça, c'est sur le principe. La question qui se pose, c'est une fois que vous êtes obligé de céder vos actions, c'est à quel prix? Et là, tout est possible. L'idée, c'est, en fait, il faut borner le bad liver. Et je vais vous définir en vous expliquant ce que ne doit pas être un bad liver. Un bad liver, ça ne doit pas être une solution, en tout cas, de sortie intéressante pour un fondateur opérationnel. Aucun d'entre vous ne doit pouvoir se dire « Cool, j'ai ma clause de bad liver au cas où, en fait, je démissionne, qui me permettra de toute façon de revendre mes actions à une valeur intéressante. » Parce que si vous percevez le bad liver comme cette solution de sortie, ça modifie intrinsèquement le but de cette clause qui est finalement quand même, sinon de vous sanctionner, au moins de protéger le projet. Et donc le prix, généralement, on va prévoir un prix qui sera faible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un prix faible et est-ce que le prix peut évoluer au cours du temps? Un prix qui est faible, c'est généralement la valeur nominale. Et donc, généralement, on va prévoir que le prix va évoluer en fonction du temps que vous aurez passé à être opérationnel au sein de cette boîte. En considérant que, et encore une fois, mon propos là est critiquable et en tout cas est négociable, mais c'est une manière de voir les choses, de dire que plus on passe de temps dans la boîte, plus on a apporté de la valeur au projet, plus on a participé à la prise de valeur de cette société, et donc plus c'est logique qu'on en bénéficie, même si on est bad liver. Et donc, on a ce mécanisme au prorata du temps passé qui consisterait à considérer que si le départ fautif a lieu la première année, 100% des actions sont cédées à la valeur nominale, et puis ensuite, à partir du début de la deuxième année, et sur une période qui peut aller encore sur 2 ans ou 3 ans, donc un total de 3 ou 4 ans, successivement, par mois successifs ou par trimestre successif, un certain nombre d'actions pourront être cédées à la valeur de marché. Et cette valeur de marché, et ça rejoint la question de l'un d'entre vous tout à l'heure sur les experts, comment elle est définie? La valeur de marché, c'est la valeur de la boîte et elle est définie soit par référence à une dernière opération significative sur le capital. Quelques mois avant, vous avez levé des fonds sur une valo de 1,5 million. Bon, la valeur de la boîte, c'est 1,5 million. Il est aussi possible, tout simplement, de vous mettre d'accord sur ce qu'est cette valeur de marché. Voilà, vous regardez, entre vous, ce qu'il y a dans… Vous regardez les comptes, etc., le bilan, et vous considérez que la valeur est de 1 million. Bon, si vous êtes d'accord, très bien. Et puis, sinon, il y a la possibilité de faire appel à un expert en cas de désaccord. Donc, ça, c'est une première manière de voir le bad liver qui, sur le principe, reste toujours la même chose. C'est un mécanisme juridique
consistant en une promesse de vente de 100% de vos actions, permettant de sanctionner le non-respect de vos engagements. Mais cette question du prix, elle est vraiment tangible. Là, je vous en ai expliqué une facette, mais on peut aussi considérer que, et certains le font, et parfois on le conseille, en fait, peu importe quand est-ce que le bad deliver a lieu. Qu'en fait, commettre une faute grave ou une faute lourde, c'est-à-dire par exemple, vous payez des vacances avec l'argent de la boîte ou démissionner, en fait, c'est aussi grave au bout d'1 mois qu'au bout de 3 ans. Et c'est même peut-être plus grave au bout de 3 ans parce que les caisses, au bout de 3 ans, sont plus remplies. Donc, c'est encore plus grave d'aller prendre… potentiellement, vous prenez plus d'argent dans les caisses, pour reprendre mon exemple. Deuxièmement, démissionner au bout de 3 ans alors que la boîte est enfin en vitesse de croisière, a trouvé son équilibre, fonctionne bien avec cette organisation à 3 par exemple, et là tout d'un coup, boum, vous vous retrouvez à 2. En fait, ça peut être beaucoup plus dommageable qu'une démission au bout de simplement 2 mois, où en fait, il n'y a rien qui a été fait en 2 mois. Donc, vous voyez, il y a toutes ces manières de voir un départ, et de voir un départ fautif notamment. Et donc, en fonction de vous, votre conception de ce départ, on adapte le prix. Et moi, ça m'est déjà arrivé que des clients me disent non, en fait, un bad deliver, c'est hyper strict. Peu importe quand le départ a lieu, peu importe la cause du départ, il faut qu'on puisse très rapidement racheter les actions. Et donc, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que le prix soit pas cher pour que vous puissiez très facilement les racheter. Et donc, moi, j'ai des clients et j'ai rédigé des pactes qui prévoient la cession des actions en exercice d'un bad deliver à la valeur nominale pendant toute la durée du bad deliver. À l'inverse, j'ai des clients qui tenaient dur comme fer à pouvoir bénéficier d'une valeur de marché au bout d'un certain temps. Finalement, c'est comme ça que ça a été rédigé. Entre les deux, il y a évidemment toute une gamme, plein de possibilités, et notamment la possibilité de proposer une décote, par exemple, sur la valeur de marché, de proposer que le temps passé, on ne compte pas mois par mois, mais trimestre par trimestre, ou semestre par semestre, voire année par année. Bref, il y a plein de manières de rédiger le bad deliver de manière à ce qu'il en fait, il corresponde exactement à ce que vous concevez. Nous, on n'a pas de conseil particulier. Le seul conseil qu'on donne sur le bad deliver, c'est qu'il ne faut pas que ce soit perçu comme une solution de sortie pour un fondateur opérationnel. Je terminerai rapidement sur le good deliver. Le good deliver, c'est tous les départs qui n'auraient pas été qualifiés comme bad deliver. Donc, c'est par exemple une démission, mais qui serait pour faute, pas une démission volontaire, mais une démission causée par une force majeure. Et on définit très précisément la force majeure. Ça va être une maladie grave qui vous concerne vous, qui concerne vos enfants, ou qui concerne votre conjoint ou votre conjointe. Voilà. Et puis, mais ça je l'ai dit, généralement, il y a ce fameux délai de bad deliver qui est généralement de 3 ans ou 4 ans. Et on considère que un départ au bout de 4 ans ne déclenche pas cette clause de deliver. Et donc, tout associé opérationnel qui quitterait ses fonctions au bout de 4 ans serait en mesure de garder ses actions aussi longtemps qu'il le souhaite. Et ça concerne aussi bien le bad deliver que le good deliver, mais je pense que c'est plus important. Ouais, Hassan, tu as un problème de micro. Je ne sais pas qui parle, mais ouais. Est-ce que tu peux essayer avec notre micro peut-être ou juste réessayer simplement? Là, on t'entend plus. Coupe ton micro et réactive-le. Là, c'est bon, j'ai l'impression. Là, je pense que c'est mieux. Ouais. Ok. Désolé. Du coup, j'ai une question qui concerne ce que tu t'évoquais, donc le départ d'un good deliver ou bad deliver, concernant le compte courant d'associé, notamment s'il est bloqué. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il doit être payé immédiatement à la date du départ? Ou est-ce qu'il y a une durée? Et est-ce que du coup, on applique le taux d'usure légal sur le compte courant d'associé? Alors, si. En fait, généralement, le compte courant d'associé va être attaché aux actions. Et donc, si
l'associé qui s'en va cède ses actions, en plus, il va y avoir un transfert du compte courant d'associé. Et donc, l'associé qui va racheter les actions de l'associé fautif va en plus racheter la dette et donc le compte courant. Ça répond à ta question? Attendez. Ouais. Est-ce que la dette sera minorée ou ce sera la dette dans son ensemble? Par exemple, si la boîte lui doit 10 000 euros, est-ce que l'associé qui rachète doit lui rembourser 10 000 euros sans accord contraire de sa part, oui. Il y aura 10 000 euros auquel on appliquera le taux si jamais il y a un taux qui a été mis en place. Mais oui, ça ne change, le bad leaver n'a aucune incidence sur le statut de créancier d'un associé qui aurait prêté de l'argent à la société. D'accord, merci, c'est très clair. Après, il est possible de prévoir autre chose dans le pacte d'associés. Il est tout à fait possible de prévoir qu'en cas de bad leaver, l'associé concerné renonce de plein droit à tout compte courant dont il serait titulaire à l'instant de son départ fautif. C'est possible de le faire. Maintenant, Kim, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai jamais prévu expressément dans un pacte d'associés. Non plus. Voilà. Mais il est possible de prévoir que le déclenchement du mécanisme du bad leaver entraîne renonciation de plein droit et automatique à toute créance que l'associé pourrait détenir sur la société. C'est assez dur quand même, parce que là, c'est de l'argent. Ça dépend comment on interprète le fait qu'il ait mis des sommes, mais pour le coup, il est un peu débiteur, quoi. Et donc, du coup, c'est à vous de voir si vous voulez lier le fait qu'il ait apporté de la liquidité à la boîte à sa qualité vraiment d'associé opérationnel. Et ça dépend de quelle somme on parle par ailleurs. Mais moi, j'avais juste un point peut-être pour compléter où en fait, on se rend compte que surtout quand on démarre, ce n'est pas très clair pour les entrepreneurs. Et donc, je profite de ce workshop pour vous rappeler ce petit point. C'était le point suivant, c'était de dire qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est associé d'une société qu'on a un titre pour y travailler. Je m'explique. Pour pouvoir exercer des fonctions dans la société et donc avoir des engagements d'implication et d'exclusivité, il y a deux manières. En fait, soit on est salarié, donc on a un contrat de travail avec la boîte, soit on est mandataire social, donc président, directeur général délégué. Ce n'est pas parce qu'on est associé d'une société que du coup, ça légitime le fait et ça encadre le fait qu'on bosse dans la société. Donc, il faut faire gaffe, surtout quand vous ne connaissez pas trop, même si au début, les entrepreneurs, forcément, ils travaillent tous bénévolement et ils ne sont pas payés, ils ne sont pas ni mandataires ni salariés. On a déjà vu des cas, alors à la marge, de mecs qui commencent ensemble, qui bossent pendant 6, 8 mois, 1 an. Ils n'ont pas de titre, ça se termine très mal et en fait, ils mettent les autres associés devant les prud'hommes parce que pendant 1 an, ils ont bossé, en fait, sans titre. Donc, il y a plusieurs conséquences. Il y a le terrain un peu pénal, travail dissimulé, et l'aspect social, je réclame les sommes que tu aurais dû me verser si j'avais été salarié pendant toute la période où tu m'as donné des ordres pour que je réalise des choses pour la société. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête, notamment quand dans le pacte, on met cet engagement d'implication et d'exclusivité. Ça vient renforcer le fait qu'on s'engage à s'impliquer, à être exclusif dans la société. Il faut donc un titre ou en tout cas avoir en tête que ça présente des risques de ne pas avoir un titre. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit laïus parce que souvent, on se dit, c'est bon, je suis associé de la société, donc je travaille. Et en fait, non, légalement, pour travailler dans une société, il faut un titre, donc soit être mandataire social, ce qui vous permet en fait d'avoir le titre sans nécessairement avoir de la rémunération. Et après, salarié, où là, nécessairement, il y a des minimums légaux. Donc voilà sur le petit point, le petit rappel et le petit gros même warning à avoir en tête quand on bosse ensemble. On a un peu débordé sur le timing. Je vous ai envoyé la petite presse sur le chat si vous avez besoin de revoir ces grandes lignes. Moi, je ne l'ai pas vu, Kim. Tu ne l'as pas vu? Non, en fait, j'ai vu que tu avais mis la présentation à toutes fins utiles, mais je ne vois pas la pièce jointe.
Il y a écrit, Alors, cliquez pour ouvrir. Kim, tu peux m'envoyer Ok, je t'envoie le fichier. le fichier et je transmets plus tard. Ça marche, pas de souci. Je fais ça. Excusez-moi. Ouais. J'ai une question, Ouais, si possible. bien sûr. Ok. Alors, la question, c'est je bosse dans une entreprise concurrente et il y a une clause de non-concurrence dans ma boîte actuelle et dans le pacte d'associés. Comment faire? Est-ce que je dois démissionner ou est-ce que c'est… La clause de non-concurrence, elle est dans la société dans laquelle tu travailles? Ouais, en fait, c'est pas moi, c'est un de mes assos. En fait, le truc, c'est que là, tu es un peu en breach avec tes engagements. C'est-à-dire que tu fais clairement concurrence à la société dans laquelle tu travailles. Après, j'imagine que là, c'est temporaire pour pouvoir cumuler deux activités et qu'à un moment donné, quand l'autre activité va apprendre, tu vas du coup démissionner de la première. Et le problème, c'est que, et ça, c'est souvent le problème quand on est salarié, on ne sait si la clause de non-concurrence va être appliquée qu'au moment de la sortie. Et donc, en fait, jusqu'au moment où tu sors, tu ne sais pas si tu vas être soumis même a posteriori à un engagement de non-concurrence. Okay. C'est pas très clean. Après, il faut voir dans quelle mesure tu fais concurrence, de quoi on parle, quoi. Il faut apprécier. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un risque dans la première boîte. Dans la deuxième, si tes associés sont au courant et que vous faites un pacte d'associés, par contre, c'est bien de le discloser en annexe si vous vous mettez un engagement de non-concurrence en disant que les associés sont conscients que Monsieur X cumule un contrat de travail avec la société Intel et donc, du coup, peut-être mettre une date butoir dans laquelle l'associé s'engagerait en fait à démissionner de cette société-là. Mais dans la première, effectivement, c'est toujours une situation un peu touchy. Après, ça dépend de quelle boîte on parle. Tu vois, tu es dans une grosse boîte du CAC 40 et tu montes une start-up à côté. Pour qu'ils s'en rendent compte, il faut y aller. Et après, pour qu'ils viennent t'attaquer sur ce terrain-là, en clair, tant que tu ne leur fais pas vraiment de l'ombre, ils n'auront pas non plus intérêt. Donc, il faut savoir aussi maîtriser les risques. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un risque pour ton associé, qui considère même que ce soit une faute peut-être et qui mette fin à son contrat. Ok, ouais, je vois, parce que… Après, il faut du contexte, tu vois, ça dépend de la Quel taille de la risque? boîte. Ça serait quoi comme risque, par exemple? S'ils arrivent à prouver qu'en fait, ton associé, je ne sais pas quel poste il occupe, mais il est peut-être dans un poste hyper stratégique et qu'il a accès à des données qui lui permettent derrière de développer un autre business et qui s'en sert. Tu vois, ça peut aller très loin. Après, je ne sais pas si tu es au standard et qu'en fait, tu réponds au téléphone et que tu donnes des coups de… tu es standardiste et qu'en fait, par ailleurs, tu montes une activité concurrente, mais qu'en fait, ton taf d'aujourd'hui ne te permet pas d'avoir des infos ultra stratégiques. Ouais. Quel est le préjudice pour la première boîte? C'est toujours un peu une question de risque à apprécier, mais il faut un peu plus de contexte pour ça. Après, ça peut être dangereux, c'est clair. Enfin, il faut faire gaffe. Mais c'est aussi, on a conscience que les entrepreneurs prennent des risques de toute manière. Hein. Oui. Quand tu lances ta boîte, alors là, c'est un gros risque, mais soyez conscients que ce n'est pas grave de prendre des risques. L'important, c'est de les maîtriser et de savoir, de pouvoir un peu les quantifier et de se dire, OK, il y a un risque, mais quel est-il, sur quelle durée et est-ce que je décide de le prendre ou pas? Et ça fait aussi partie de notre boulot, en fait, de ne pas vous dire, non, les gars, c'est risqué, ne faites rien. En fait, on ne fait pas. C'est de dire, vous pouvez le faire. Maintenant, voici les risques. Pour les limiter un peu, voilà comment vous pouvez faire. L'important, c'est vraiment de maîtriser les risques et pas de les supprimer complètement. Ok. En fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est dangereux pour la structure, enfin notre structure, ou est-ce que c'est dangereux pour celui qui s'est engagé ailleurs et qui, en fait, va à un moment donné partir de l'endroit où il s'est engagé pour justement se consacrer pleinement à la nouvelle structure? Est-ce que ça peut fragiliser la structure, la nouvelle structure, ou est-ce que ça peut fragiliser essentiellement l'associé? C'est ça ma question. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça peut fragiliser l'associé. Ça, c'est une certitude dans ses obligations qu'il a en vertu de son contrat de travail et son obligation de non-concurrence. Sur votre structure à vous, ça peut la fragiliser si, en fait, on a le droit de faire concurrence à une boîte. La seule limite, c'est la concurrence déloyale. Est-ce que tu vois, vous faites concurrence proprement, entre guillemets, quoi. Mais sinon, je ne vois pas, je ne sais pas si toi, Vince, tu penses à autre chose, mais je ne vois pas pourquoi la structure peut être fragilisée.
sauf si on se rend compte qu'en fait, vous faites un copier-coller d'infos hyper confidentielles ou vous avez accès à de l'info hyper confidentielle et vous vous en êtes servi pour faire concurrence à la boîte de manière déloyale, tu vois. Ouais, non, Maintenant, ouais. si en fait, il a passé 5 ans dans cette boîte, qu'il a eu une idée dans le même secteur d'activité, qu'il en a profité pour monter un projet à côté, c'est des choses courantes. Hein. Après, généralement, on quitte ses fonctions, quoi. D'accord, ouais. Mais Ouais, je à vois. part la concurrence déloyale et peut-être du parasitisme commercial, je vois pas d'autres limites, en fait. Bah, tout ça, ouais, tout ça, c'est de la concurrence déloyale. Mais... Ok. Bon, ben, en tout cas, c'est clair. En tout cas, c'est bien. Merci de m'avoir répondu. Avec C'est vraiment plaisir. ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on en a perdu pas mal. De toute manière, Mehdi, tu as nos coordonnées et vous n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez d'autres par ailleurs. On a fait 2 heures de presse, donc ça fait peut-être beaucoup d'infos à digérer. C'est un peu technique, mais si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé et que vous sortez de là avec plein de petits réflexes et plein d'infos un peu précieuses et pas de la redite de ce que vous avez déjà pu entendre. Et puis voilà, je ne sais pas s'il y aura peut-être d'autres sujets. En fait, il y a 10 000 sujets à aborder, mais s'il y a d'autres sujets, Mehdi, que tu vois, avec les promos, on n'hésite pas à refaire des workshops. Tu vois, là, on a un peu survolé certains sujets parce qu'on est limité par le temps, malheureusement, mais on peut approfondir certains points si c'est nécessaire pour le futur. Ça marche très bien, avec plaisir. Si vous avez, du coup, comme l'a dit Kim, des questions supplémentaires ou vous voulez approfondir certains points, n'hésitez pas à me le dire et je vous mettrai en contact avec Kim. Et sinon, Kim, tu avais mis aussi ton mail sur le PPT, je pense. Donc, ouais, il y a le mail de tout le monde, d'Omada, et on est dispo. En plus, on est 3, et donc il n'y a aucun problème pour qu'on trouve. Alors, effectivement, quand on fait du mentoring, on a quand même les clients à traiter en priorité, donc on fait le max pour être dispo, mais peut-être qu'on n'est peut-être pas aussi dispo, mais à 3 et ne bossant qu'avec des entrepreneurs. On sait être réactif et trouver toujours un petit peu de bande passante pour se libérer. Après, voilà, il ne faut pas s'attendre à des consultations d'1 heure ou d'1 heure et demie. C'est vraiment du mentoring sur des plages horaires de 15-20 minutes pour défricher le terrain sur des questions du même type, des questions qu'on a répondues aujourd'hui. Ok, très bien. Merci en tout cas pour toutes ces informations. On a été ravis de vous avoir aujourd'hui sur ce workshop. Nous aussi, c'était un vrai plaisir. Merci à tous, merci Mehdi pour l'organisation, merci à tous pour vos questions et puis on reste en contact.